Je demande pas à l'univers, je fais, tout simplement. Le secret qui parle de cette fameuse loi de l'attraction, et tu vois des mecs qui prennent une photo d'une maison ou quoi, et comme par magie, oh, c'est incroyable, 20 ans plus tard, ils ont la même maison. Oh, mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il faut passer à l'action, quoi. Je veux dire, ok, c'est bien d'avoir une vision board, tout ça, c'est cool, ça peut permettre de garder le cap, mais tout seul, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, ça va pas arriver comme ça en claquant des doigts. Il faut mériter un résultat. Quand tu veux un résultat, il faut le mériter. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Tu connais le rappeur Django? Oui, je connais Django, j'aime bien, mais frère, tu maîtrises beaucoup trop le flow pour que je puisse être en compétition avec toi sur ce flow. Envoie-le nous tout de suite, on t'écoute. L'équilibre ne me convient pas, mon ami, je me suis maintenu dans le vide comme un falcon. Bon. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Emilio Abril. Salut Emilio. Salut Enzo. Quel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment content. En plus, on a énormément d'anecdotes en commun. On a vécu plein de moments ensemble. Moi, je t'ai rencontré quasiment au tout début quand tu es arrivé en Thaïlande. Donc, on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Aujourd'hui, Emilio, tu es une star des réseaux sociaux. Plus de 500 000 abonnés, ne serait-ce que sur YouTube, sans parler des autres. T'es fou. Attends, j'ai pas 500 000 abonnés. J'en ai même pas 300 000. 280 000 sur une chaîne, 190 000 sur une autre. Ah, tu cumules les deux, d'accord. C'est pour ça, ok. On aura l'occasion d'en reparler, mais effectivement, aujourd'hui, tu es une vraie star. Les femmes, quand elles te voient dans la rue, elles te courent dessus. Il y a des gens qui te jettent leur soutien-gorge sur toi. Comment ça se passe, toute cette célébrité, Emilio? Bah écoute, je sais pas si ça va jusqu'à ce point-là, mais bah tu sais, moi je suis en Thaïlande, donc personne me reconnaît dans la rue. Finalement, je suis un random ici, je suis anonyme, donc ça se passe plutôt bien. Moi aussi, j'aime pas trop qu'on me reconnaisse dans la rue. Enfin après, si c'est juste de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Les gens sont toujours sympas. Mais tu vois, j'aimerais pas vivre en France comme les youtubeurs qui doivent porter des lunettes de soleil et des casquettes pour pas qu'on les reconnaisse. Surtout quand ils passent devant un collège ou un lycée, tout le monde les connaît. Et ça, moi, j'aimerais pas, quoi. Donc je suis assez content de vivre en Thaïlande aussi pour cette raison. Personne me connaît, quoi. J'aime bien être inconnu, totalement anonyme. Avant d'être une star des réseaux et un créateur de contenu reconnu, c'était quoi tes rêves de gosse à toi, Emilio? Mes rêves de gosse, ben, j'ai jamais eu un rêve comme ça qui m'a suivi toute mon enfance, adolescence. Quand j'étais tout petit, je voulais réparer des chaudières. Parce que j'avais une chaudière dans mon garage et je sais pas, moi j'étais un tout petit enfant et je voyais cette espèce de gros ballon en métal qui faisait du bruit et ça m'impressionnait, donc je m'étais dit je vais réparer des chaudières plus tard. Ça c'était mon premier rêve. Après je voulais être, comment on dit, paléontologue, parce que j'étais super fan de dinosaures. Je dessinais des dinosaures que Emilio, est-ce que j'inventais. tu sais qu'à l'instant T, là, tu viens de créer la plus belle miniature de ma chaîne YouTube? Je vais prendre un gros chauffagiste sur lequel on voit l'arrêt du cul, je vais coller ta tête. Ah t'es con. Emilio, Bah, fais ça si tu veux, chauffagiste. je m'en fous, mais je sais pas si c'est le mieux optimisé pour les clics ça. Je suis pas sûr que ça soit le plus optimisé, mais ça m'a fait rire en tout cas. Merci pour cette image mentale. Bah, je continue du coup, réparateur de chaudière, ensuite paléontologue, parce que je kiffais les dinosaures. Je creusais dans mon jardin pour chercher des fossiles et des squelettes de T-Rex, et j'en ai jamais trouvé. Et après, je voulais être testeur de jeux vidéo, un peu comme tous les gamins un peu geeks, quoi, truc job de rêve. Donc, c'était des trucs un peu divers et variés. Après, sinon, quand j'étais plutôt au lycée, début des études, j'avais pas vraiment de rêve, si ce n'était bah, être plus libre en fait, parce que je détestais ma vie à cette époque-là, j'étais vraiment pas bien dans le système scolaire. Et si tu m'avais demandé si je voulais un souhait, un truc comme ça, d'un génie dans une lampe, j'aurais probablement demandé un truc genre à 2 000 € par mois, garantie à vie, comme ça au moins on me fout la paix, je fais ce que je veux et j'ai plus de contraintes, parce que c'était ça dans ma vie à cette époque-là, j'avais que des contraintes, je détestais me lever le matin pour aller m'asseoir sur une chaise en bois pendant 8 heures, et attendre, parce qu'en fait je m'intéressais tellement pas aux études, je savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. Pour moi c'était horrible, c'était un peu comme de la prison quoi, enfin c'est peut-être un peu extrême dit comme ça, mais je vais me rester le cul posé sur la chaise à attendre, j'arrivais pas à m'intéresser à ce qui se disait dans le cours, et voilà, je dormais, je dessinais sur ma table, j'essayais de faire passer le temps un peu comme je pouvais, mais c'était vraiment compliqué. Et le seul truc qui me plaisait dans ma vie à cette époque-là, c'était de sortir me bourrer la gueule avec mes potes, fumer des pétards. Enfin, je suis tombé assez bas dans les addictions comme ça à une époque. Et c'était assez une sale période, ouais. C'était une sale période.
Et est-ce que tu as une idée de, si justement à ce moment-là, tu avais eu 2K par mois en illimité, est-ce que tu as une idée de ce que tu aurais fait avec ce temps et cet argent? Ou même pas, à l'époque, il n'y avait vraiment aucune passion qui te prenait encore? Si j'avais une passion, c'était de faire de la musique sur ordinateur à cette époque-là. Ah Moi, oui, j'ai c'est vrai. toujours été créatif. Quand j'étais petit, je faisais des dessins dans ma chambre, je jouais au Lego, je faisais des constructions de fou. Et quand j'étais ado, là, c'était plutôt la musique sur ordinateur. Donc j'étais beatmaker, je faisais aussi des sons un peu plus électro. Et je pense que ouais, j'aurais passé mes journées à faire ça, à produire du son sur mon ordi. Parce que j'ai toujours eu besoin de créer des trucs, quoi. Et ça, c'était vraiment une passion que j'avais à l'époque. Et je pense que j'aurais fait ça, ouais, si j'avais eu de l'argent illimité à vie. Moi, je sais pas si ça aurait marché après. Je sais pas si j'avais vraiment le talent pour ça, mais en tout cas, moi, ça m'aurait plu comme mode de vie, ça En tout c'est cas, clair. t'étais un passionné, un créatif passionné. Et donc, du coup, effectivement, toi, les études, ça te fait chier, c'est pas ta came. Tu finis quand même Ouais. par avoir un bac+2, tu pars en licence d'informatique. Et puis, c'est là où tu vas faire quoi? Une semaine, je crois? C'est ça, ouais, j'ai arrêté au bout d'une semaine. Bah, pour te dire par rapport à mon parcours dans les études, si tu veux, au lycée, je faisais scientifique, S, parce qu'on m'avait dit que c'était ce qu'il fallait faire pour trouver un bon taf, tout ça, bon, le classique. Mais je savais tellement pas ce que je voulais faire après le bac, si tu veux, et tu avais la deadline, tu sais, tu avais le truc qui s'appelle Hmm. admission post-bac, je crois que ça a changé de nom aujourd'hui, Ouais. mais en gros, choisir ce que tu vas faire après ton bac. Et moi, j'avais aucune idée, j'arrivais pas à me décider, pourtant je réfléchissais, j'essayais de trouver des idées, mais je trouvais toujours pas. Et ce que j'ai fait pour choisir, c'est un peu con, quoi, mais j'étais vraiment poussé à ça, c'est que je me suis retrouvé sur Google à taper liste des métiers qui payent bien. Donc je suis tombé sur un article à la con sur un site qui me dressait une liste de 10 métiers qui donnent un salaire entre 100 000 et 200 000 euros par an. Je suis tombé sur un truc qui s'appelait Actuaire, c'était évaluer les risques dans les assurances. Et je me suis dit, bah voilà, ça demande d'être fort en maths, je suis pas trop nul, je me démerde. Si je sais pas quoi faire de ma vie, autant choisir un truc qui paye pas trop mal. Donc, bah vas-y, je vais faire ça de ma vie, quoi. Et c'est comme ça que j'ai choisi parce que je devais choisir, que j'avais pas le choix et je savais pas ce que je voulais faire. Donc, je Hmm. me suis dit, si je dois déboucher quelque part, je n'ai aucune idée où, bah autant que ce soit un truc qui paye bien. C'était complètement con, hein. Et finalement, bah, je me suis retrouvé dans des études qui me plaisaient pas de cette manière-là parce que bah, on me forçait à choisir. Alors, je savais pas quoi. Et est-ce que toi aussi, tu l'as ressenti comme une espèce de pression et sociale et administrative de ouf, de hyper tôt? Il faut trouver qui tu es, il faut trouver ton métier, il faut trouver ta voie. Il y a cette espèce d'urgence où si tu trouves pas ce que tu dois faire de ta vie très très vite, alors tu vas rater ta vie. Est-ce que tu l'as ressenti toi aussi, un peu comme ça ou pas? Une urgence de trouver ce que je voulais faire, ouais, pas spécialement, je sais pas. Parce que j'étais un peu déconnecté de la réalité, parce qu'à l'époque, quand j'étais ouais, au moment de choisir les études supérieures, moi ce que je voulais c'était être DJ, producteur pro de musique. Mais j'étais déconnecté de la réalité parce que je faisais rien pour ça. Enfin, je faisais de la musique, mais tout ce que je faisais c'était publier mes sons sur SoundCloud et sur Facebook. J'avais 70 écoutes par son, tu vois, donc ça m'aurait mené nulle part sans stratégie marketing, sans rien comme ça. Hmm. Mais j'étais un peu dans cette idée-là de me dire je vais faire un truc avec ma passion. Finalement, tu vois, le truc c'est que je savais au fond de moi que ça allait pas être possible, que j'avais pas de résultat, que voilà, j'irais nulle part comme ça, que c'était juste un hobby. Mais je me distrayais, notamment en me mettant des cuites, en fumant des pétards, en sortant faire la fête, et finalement ça me permettait un peu d'oublier tout ça. Et ça me planait Hmm. finalement comme une ombre au-dessus de la tête. Je savais qu'à un moment donné, je me mangerais la réalité dans la gueule, mais j'arrivais à me distraire comme ça, à m'évader du quotidien qui me plaisait pas, grâce bah, notamment à faire la fête, et voilà, et tout ça quoi. Tu te mets du coup à brûler tes bateaux et partir à l'autre bout du monde en ayant développé du coup des communautés, enfin une communauté sur YouTube, sur une chaîne YouTube qui s'appelle Emilio Abril, où tu vas commencer à parler justement d'arrêter de fumer, de reprendre sa vie en main, notamment d'arrêter de fumer, après de reprendre sa vie en main. Et tu vas partir, tu vas brûler tes bateaux, comme on dit, tu vas partir au bout du monde en gagnant à peine quelques centaines d'euros quand la communauté va commencer à se développer. Est-ce que tu recommandes à tout le monde de brûler ses bateaux et de partir à l'autre bout du monde? Bah, pas forcément à tout le monde, mais faut dire aussi, bah, c'est clair que ça faisait peur parce que j'avais 500 balles quoi, quand je suis parti et j'avais pas de billet retour.
Mais j'aurais jamais crevé la dalle dans la rue à court d'argent. Mes parents auraient pu m'aider à me payer un billet, j'aurais trouvé du taf en rentrant, je l'aurais remboursé. Ça aurait repoussé mon projet à un peu plus tard, mais finalement, bon voilà. Après, je pense qu'aussi souvent on surestime les risques. On se dit, oulala, faut que je passe à l'action, mais j'ai trop peur de l'inconnu. Mais en fait, au final, le pire scénario qui puisse t'arriver, soit il est pas si terrible que ça, soit il est complètement improbable. Souvent, on surestime les risques alors que dans la réalité, ça se passe bien. Moi, j'aurais pu, encore une fois, j'ai eu de la chance, entre guillemets. Bon, je n'aime pas trop ça parce que j'ai beaucoup aussi bossé et j'avais aussi un départ d'audience aussi. Donc, il y avait aussi, c'était pas, je me barre et je lance mon truc en partant de zéro alors que je suis un total inconnu sur YouTube. J'avais déjà une petite communauté. Ça commençait à se développer. Ouais, j'avais déjà lancé quelques produits, donc j'avais déjà gagné un petit peu d'argent, j'avais cette confirmation-là. Et voilà, après moi j'avais quand même des plans B, disons, même si je m'étais foiré, bon c'est juste mon ego qui en aurait pris un coup, mais je serais rentré en France et j'aurais continué. C'est l'histoire que tu te racontes à ce moment-là quand tu prends la décision que c'est pas si grave et ça devrait bien se passer et qu'au pire des cas tu rentres, ou à ce moment-là même pas tu conscientises et tu te dis ouais c'est ça que je veux faire, j'y vais, je fonce. Non, j'ai pas conscientisé. Je prends souvent des décisions très impulsives. Et des fois, ça m'amène nulle part. Des fois, ça me donne des résultats. Notamment, un jour, j'avais décidé du jour au lendemain de me laisser pousser des dreadlocks quand j'étais adolescent. Et j'ai juste eu cette idée comme ça et je l'avais fait pendant 2 ans, quoi. Mais là, c'était un peu pareil. En fait, j'en avais marre d'être à Bordeaux, d'habiter chez mon père à l'époque. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais partir. J'ai réservé le billet d'avion un petit peu comme un engagement. Une fois que j'avais réservé le billet d'avion, finalement, réserver le billet d'avion, c'est plus facile que de partir à l'autre bout du monde, de prendre l'avion. Mais une fois que c'est fait, tu n'as plus le choix. Je prends souvent cette métaphore, c'est un peu comme si tu devais prendre une décision difficile, tu dois sauter dans un ravin. Au lieu de te jeter dans le vide, ce qui fait super peur, tu vas t'attacher un espèce de boulet à la cheville, tu vas jeter le boulet dans le ravin, et le fait de jeter le boulet, c'est moins difficile que de te jeter toi-même. Sauf que le boulet, il va finir par t'entraîner dedans, quoi. Donc c'est un peu la méthode que j'ai utilisée. Et du coup, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore sur le bout des doigts, tu as développé des communautés sur YouTube, des communautés hyper qualifiées, autour du développement personnel d'un côté, autour de la nutrition, la santé de façon générale de l'autre, et tu as développé une entreprise sur laquelle tu vends du contenu, tu vends des conseils à ces gens-là. Tu as eu un succès incroyable. 280 000 abonnés sur ta chaîne éponyme, Emilio Abril, 190 000 abonnés sur une chaîne liée à la nutrition et à la santé sur laquelle tu ne postes même plus depuis quoi, 2 ans peut-être? Depuis longtemps, depuis 2018. Ouais, voilà, 3 ans aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo. Ça a été quoi ton succès ça a été quoi ton secret pour justement, non pas le faire une fois, peut-être il y a des gens, ils en rêvent et ils y arriveront peut-être jamais, ou ça leur paraisse impossible, mais le faire 2 fois et de cumuler les succès sur YouTube? J'ai pas vraiment de réponse parce que en fait, j'ai eu les 2 chaînes en parallèle à un moment donné, en 2017. Et d'ailleurs, c'était une erreur. Si je devais refaire, je me focaliserais sur une seule chaîne. Je mettrais toutes mes ressources, mon temps, mon énergie, mon attention sur une chaîne plutôt que 2. Parce que là, finalement, les 2 chaînes se tiraient un peu la bourre. J'aurais pu grossir plus vite, disons, en me concentrant sur une seule. En fait, à un moment donné, c'était quand je suis arrivé en Thaïlande, en Asie la première fois, c'était en Thaïlande quelques mois après être arrivé en Asie. J'ai ma chaîne sur la santé qui s'est mise à exploser. Ça, c'est les mystères de l'algorithme YouTube. Donc, il y a peut-être le fait que je publiais beaucoup, ça a aidé, il y avait les conditions favorables. Et il ne faut pas se cacher, il y avait aussi un facteur chance, il y a toujours un facteur chance. Et évidemment, comme je publiais sur les 2 en même temps, je faisais un peu le croisement entre les 2 chaînes. Les 2 chaînes se sont un peu élevées ensemble, si tu veux. Il y avait des gens qui me découvraient par une, finalement ils tombaient sur l'autre, d'autres qui faisaient le chemin inverse. Et comme ça, les 2 ont grandi. Et celle sur la nutrition grandissait plus vite. Mais finalement, je l'ai laissé tomber, quoi, parce que tout simplement, je kiffais plus. Ça m'intéressait plus tellement de parler de ces sujets-là. J'avais l'impression d'en avoir fait le tour, donc j'ai préféré carrément laisser la chaîne à l'abandon et me focaliser sur ma chaîne sur le dev perso, qui est celle sur laquelle je publie aujourd'hui. Après, il n'y a pas de secret. Le secret, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un secret, mais c'est qu'il faut se différencier. Aujourd'hui, si tu lances une chaîne YouTube, par exemple, tu ne peux pas recopier ce qui a déjà été fait 1000 fois avant toi. Moi, j'ai des clients dans ma formation business en ligne, souvent ils m'envoient leurs idées de niche dans lesquelles se lancer, mais c'est beaucoup trop large. C'est-à-dire ils me disent, moi je veux lancer dans la perte de poids,
je veux me lancer dans le développement personnel, mais je leur dis, il faut soit que tu sois très niché, que tu t'adresses seulement à un petit segment de la population, un petit marché cible, et que tu résolves un problème précis, ou alors il faut que tu aies un concept particulier, un concept original qui soit aussi attractif pour les gens, que les gens veulent voir. Mais voilà, tu ne peux pas te lancer dans une thématique qui est saturée si tu fais un peu la même chose que tout le monde. Il faut avoir une approche qui est originale, du contenu qui a de la fraîcheur, qui est quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et il y a des gens qui continuent de réussir comme ça parce qu'ils ont un élément de différenciation. Donc je pense que c'est ça le secret. Alors moi à l'époque, je ne sais pas vraiment, ma différenciation c'était peut-être plutôt ma personnalité ou le fait aussi à l'époque, il faut dire qu'il y avait moins de concurrence. C'est toujours comme ça, hein, tu vois, si tu te dis ça aujourd'hui, dis-toi que dans 5 ans il y en aura encore plus. Mais moi voilà, par rapport notamment à la nutrition, c'était une époque où il n'y avait pas vraiment de chaîne YouTube qui parlait de nutrition en mode YouTuber, quoi. C'était plutôt des experts sur des plateaux télé qui donnaient des conseils de nutritionnistes. Et moi, je suis arrivé un peu... il y avait un terrain vierge et j'ai occupé ça en donnant des conseils pour avoir un mode de vie plus sain. C'était pas vraiment la nutrition, c'était plutôt le mode de vie sain en général, cette chaîne-là. C'était un peu tes expérimentations, ce que tu testes, etc. Je me souviens qu'il y a une vidéo sur le café, je crois, qui avait explosé. Tu as eu beaucoup de super aliments. Enfin, c'était pas mal d'expérimentations que tu faisais et de découvertes que tu faisais. C'était un peu ça, non? Ouais, c'est ça. C'est qu'en 2016, j'ai décidé de reprendre ma vie en main parce que justement, j'en avais marre des addictions. J'ai eu pas mal de déclics. Donc, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire trop d'alcool et j'ai commencé à changer mon hygiène de vie, à manger beaucoup plus sainement, à faire de la méditation, à prendre des douches froides parfois, à faire du sport, etc. Toutes ces habitudes saines. Et ça, c'est des choses qui me passionnaient vraiment à l'époque. Encore aujourd'hui, tu vois, c'est des choses que j'applique toujours. Mais à cette époque-là, je voulais en parler. Et comme il y avait pas mal de choses qui touchaient à l'alimentation, j'ai voulu faire 2 chaînes différentes, si tu veux. Mais ouais, c'était un intérêt personnel à cette époque-là qui n'est pas resté aussi intense au fil du temps. Au bout d'un moment, j'avais plus envie d'en parler. Mais au début, c'était ça, quoi. Et justement, pour parler de différenciation et de positionnement, aujourd'hui, finalement, tu vends des conseils en développement personnel, on va dire principalement axé sur tout ce qui est charisme, j'allais dire prestance, mais c'est pas prestance, mais on va dire charisme, relation sociale, capacité de communiquer. L'autre volet qui est beaucoup plus sur la discipline, les habitudes, réussir un projet qu'on est en train de développer dans sa vie. Je pense que c'est un peut-être 2 gros volets, tu me confirmes? Le charisme, c'est un petit volet, hein, c'est secondaire. C'est vraiment le fait de créer une vie à la hauteur de ses ambitions, de créer des habitudes solides qu'on va garder sur le long terme, d'avoir une bonne hygiène de vie, de se fixer des objectifs, avoir des stratégies pour les atteindre, ce genre de choses. Ok. Pour toi, sur le charisme, il y a tellement un avant-après magnifique que je ne peux Ouais, que garder bah ce volet. c'est Je gentil. l'adore. Et pourtant, justement, tu es un peu un ovni dans le développement personnel. Je veux dire, quand on regarde ton contenu, quand on regarde qui tu es, la personne, ce que tu incarnes, on est très très loin de la posture de coach. Je t'ai même jamais entendu te parler de toi en tant que coach ou lire de toi Emilio Abril, coach. T'es pas du tout dans les tendances habituelles du développement personnel. Je ne vois pas un costume mal taillé sur tes vidéos. Je ne vois pas de diplôme machin affiché. Je ne retrouve pas le vocabulaire du coach. Enfin, on est très très loin finalement de ce qui se fait aujourd'hui dans le développement personnel, où n'importe qui se lance aujourd'hui, qui voudrait parler de ces mêmes sujets que les tiens, aurait plutôt tendance à essayer de se mettre dans les baskets d'un Franck Nicolas, d'un Alexandre Cormon ou d'un David Laroche, parce que Emilio Abril, c'est l'ovni, tu vois, dans cette histoire-là. Comment est-ce que toi, tu te positionnes aujourd'hui sur ce marché du développement personnel? Comment est-ce que toi, tu vois ça de ton œil? Bah, moi, ça me gonflerait de jouer un rôle, de mettre un costard, d'avoir un vocabulaire bien clean. Je sais pas, peut-être que je ferais plus d'argent, hein, peut-être, mais ça, je sais pas, c'est pas ma personnalité. Je préfère faire mon truc à la cool comme j'ai envie de le faire et pas me prendre la tête. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à accrocher avec les coachs qui se prennent très au sérieux, qui sont là à faire leur séminaire, bah, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais moi, je sais pas, j'ai pas envie de ressembler à ça. Je préfère être moi-même, laisser un petit peu ma personnalité s'exprimer. Et sinon, au niveau du positionnement,
Bah, Est-ce que tu as quand par tu... exemple l'impression d'être un coach aujourd'hui et d'être sur le marché du coaching? Moi, j'ai l'impression que tu es sur un autre segment, tu vois, pour parler un peu marketing et pour tous ceux qui nous suivent qui sont un peu dans le marketing. On parle souvent d'océan rouge, d'océan bleu, c'est-à-dire de la taille de ton marché et à quel point il y a des concurrents sur le marché. Pour le coup, toi, tu représentes vraiment ce mec qui arrive à se créer un océan bleu sur un océan rouge, c'est-à-dire sur la thématique du développement personnel. Quand on suit ton travail, on a l'impression que tu es vraiment un espèce d'ovni en plein milieu de ton truc tout seul et tu t'es fait de la place et les gens qui te suivent potentiellement ne suivent même pas les autres ou tu es vraiment la solution qu'ils ont choisie à travers la relation que tu as créée avec eux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, bon, je suis pas le seul à parler de développement personnel sans être en mode coach. Moi, j'aime pas trop le mot coach, donc je me définis pas comme ça. Je me définis pas tellement, j'évite de me coller trop d'étiquettes. Euh, mais voilà, ce que je fais, c'est que je partage. Moi, j'apprends et j'applique depuis des années. Et finalement, mon autorité, si tu veux, entre guillemets, c'est les résultats que j'ai. C'est que j'ai pris des connaissances de développement personnel à la base. J'ai appliqué tous ces outils dans ma vie, je m'en suis servi sur le long terme. Ça fait maintenant pas mal d'années. Ça fait c'est en 2016 que j'ai vraiment repris ma vie en main, à partir de fin 2015. Et aujourd'hui, je me sens légitime pour parler de tout ça parce que je me suis créé la vie que j'avais envie. Je suis heureux. Voilà, la vie est belle pour moi. Et voilà, il y a des gens qui trouvent ça extraordinaire. Peut-être que oui, ça l'est pour certains. Moi, après, c'est une conséquence aussi du passage à l'action régulier sur le long terme. Ça, c'est un truc que j'essaie d'enseigner. Et ouais, non, moi je voudrais pas faire des séminaires, des trucs comme ça, m'habiller en costard, encore une fois, c'est pas mon style, quoi. Toi qui justement avait un énorme décalage avec l'école, le système éducatif, aujourd'hui te retrouver dans la position du sachant qui retransmet ses connaissances, c'est un beau pied de nez à la vie, non? Comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu vois ça? Ouais, peut-être. Prends pas la tête, tu réfléchis même pas. Non, il y a tellement de trucs, je me prends pas trop la tête avec ça. Parle-nous un peu de ton business model, comment est-ce que tu gagnes ta vie? Du coup, on a compris que tu avais créé des communautés sur YouTube, que tu avais réussi à faire des millions de vues. Mais parle-nous un petit peu du business que tu as développé derrière et la façon avec laquelle tu gagnes ta vie. Sachant que ça a aussi un petit peu évolué sur le chemin, bien évidemment. Comment je gagne ma vie? En vendant des formations en ligne sur diverses thématiques qui sont principalement des sujets que j'ai l'habitude aussi de traiter dans mes vidéos. Comment ensuite je gagne ma vie? J'ai ma chaîne YouTube qui est ma source de trafic principale. Je fais des vidéos qui vont faire un certain nombre de vues et sur ces gens qui regardent la vidéo, il y en a qui vont s'inscrire ensuite à ma newsletter. Ensuite, je vais leur proposer des offres par email. Je fais uniquement de l'email marketing, je fais pas de pub sur Facebook ou quoi que ce soit. Peut-être que je testerai un jour, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Et voilà, ensuite, je vends mes programmes de formation. J'en ai plusieurs, différents tarifs. Et j'en lance aussi régulièrement, à peu près un par mois. Enfin, ça dépend des périodes. Et voilà, globalement, c'est principalement les formations que je vends par email et les gens qui me découvrent avec YouTube. Et donc, finalement, un système assez simple et que tu veux assez simple et que tu gardes même assez simple, voire minimaliste. YouTube qui attire du trafic, l'email sur lequel on crée une relation, on va dire, avec plus de proximité, sur laquelle on propose de vendre, tu envoies les gens sur une page de vente et tu vends. C'est un système que l'email, je crois que ça fait plus de 2 ans quasiment, toi, que tu es dessus et que tu gardes cet email, on va dire, quotidien ou presque pour vendre. Parle-nous un petit peu peut-être des autres choses que tu as testées. Pourquoi est-ce que tu gardes ce système-là? L'email quotidien, j'ai fait ça que pendant un an. J'ai arrêté il y a longtemps. Là, j'envoie peut-être 2 mails par semaine. Après, c'est les tunnels de vente, tu connais. Et pourquoi j'ai gardé, pourquoi je fais ce système aujourd'hui? Parce que c'est ce qui marche le mieux et ça m'évite aussi tout le temps. Tu vois, les tunnels de vente, typiquement, c'est tu vas proposer un produit en automatique avec une offre et il y aura une séquence email qui va présenter le produit, etc. Et comme ça, moi, ça me permet de me concentrer sur les vidéos parce que c'est ça qui me fait le plus kiffer, c'est de faire des vidéos. Et donc, voilà, j'ai l'offre qui tourne en automatique, je l'ai fait une fois, j'ai pas besoin de tout le temps relancer des offres toutes les semaines, toutes les 2 semaines, comme certains font. Enfin, ça, j'ai testé, pour moi, ça marche pas, quoi. J'ai l'impression de bâcler mon travail, ça me plaît pas. J'ai l'impression d'être aussi dans le stress parce qu'il y a des deadlines tout le temps. Et je préfère consacrer 80% de mon temps, mon énergie, de mon attention sur créer des vidéos pour YouTube.
Et c'est vraiment ça qui me fait kiffer aujourd'hui, quoi. Donc c'est pour ça que je mets en place un système qui permet de vraiment mettre l'accent sur la création de contenu. Et donc, du coup, tu as bossé beaucoup sur copywriting écrit, forcément, pour vente, page de vente, email, etc. Je me souviens d'ailleurs que tu avais fait, durant tes emails quotidiens, et tu t'en avais déjà parlé, je ne sais plus où, tu avais fait un énorme bond en avant quand tu avais commencé à écrire tous les jours sur ton copywriting, sur le fait de faire des vidéos et notamment des vidéos qui vendent. Et tu vends plutôt des gros produits, des petits produits. Comment est-ce que tu travailles, on va dire, la partie vente avec tes clients? J'ai des petits produits, des formations de quelques heures, quoi, qui répondent à un problème spécifique. Après, j'ai des plus gros produits, j'en ai deux notamment. Il y a Le Déclic, c'est un programme de 30 jours pendant lequel tous les matins tu reçois un audio avec une thématique du jour qu'on traite et également un défi pour appliquer la théorie, pour mettre en application et passer à l'action chaque jour pendant 30 jours. Donc l'idée c'est un peu de se 30 jours de passage à l'action, quoi. Voilà, 30 jours pour passer à l'action tous les jours, pour se refixer les objectifs, remettre sa vie bien au carré. Et c'est un programme sur lequel j'ai pas mal de retours. Celui-là, il est plus cher du coup. Et sinon, j'ai un programme pour monter son business en ligne de création de contenu que j'ai mis à jour régulièrement. Et donc ça, c'est mes deux plus gros. Après, bon, je réfléchis aussi à d'autres offres qui seront mises en place dans le futur, notamment offres à abonnement, des choses comme ça. J'ai pas mal d'idées par rapport à de potentiels prochains produits. Mais pour l'instant, ça marche bien comme ça. Et les petites formations, j'en lance aussi régulièrement. Après, je peux faire des... Une fois par mois, tu disais en moyenne des petits cours de quelques heures. Ouais, ça dépend. Une fois par mois, on va dire c'est une moyenne. Après, je me force pas. Si on fait vraiment une moyenne sur l'année, ça va plutôt être une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois, quoi. Et ça, c'est des cours qui valent combien du coup? Ouais, là, par exemple, j'ai lancé une formation sur la prise de notes la semaine dernière. C'était à 49 € pendant la semaine de lancement, donc petit produit. Après, je propose des offres complémentaires derrière, donc ça marche mieux comme ça. Mais voilà, plutôt des produits entrée de gamme, quoi. Et c'est comme ça que tu avais commencé du coup avec des produits autour de 40, 100 € plus ou moins. C'est ce qui a fait ton succès à peu près, tu pourrais dire ou... Bah, ça marche mieux. Enfin, si tu veux vraiment faire du volume en termes de chiffre d'affaires, il vaut mieux avoir des produits plus chers. Après, moi j'aime bien aussi la flexibilité que ça offre de créer des plus petits produits moins chers. Tu te prends moins la tête, il y a moins de pression. Tu peux le créer rapidement et le vendre la semaine suivante. Donc il n'y a pas que le côté argent, il y a aussi le côté... c'est plus agréable de bosser comme ça. Après, encore une fois, moi j'ai différentes gammes de produits, mais j'ai pas des produits super chers à 2000 balles, quoi. Dans ma thématique, je suis pas sûr que ça fasse sens. Pourquoi pas, après il y en a qui le font, mais moi j'ai pas de produits extrêmement chers. C'est plus des petits produits et des produits moyens de gamme, quoi. Ok. Et du coup, c'est comme ça, on va dire que tu as trouvé ton équilibre, ton bonheur, ton épanouissement d'un point de vue pro, quoi. Ouais, voilà, bah, aujourd'hui, je me suis loué un bureau ici à Chiang Mai. Et tous les matins, je me lève et enfin, j'ai deux endroits, du coup, j'ai la maison et le bureau. Et je viens bosser ici tous les jours et j'écris mes petites vidéos. C'est comme ça que je bosse et ouais, je kiffe ça. J'adore mon taf à l'heure actuelle. Et donc, du coup, tu l'as dit, 80% de création de contenu, 80% focalisé sur le fait de créer des vidéos, c'est la routine du moment. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, on en parlera parce que bon, tu as eu quasiment plein d'opérations Blitzkrieg dans ta vie et des changements de routine et d'organisation d'un point de vue pro. J'ai une petite question pour toi à ce niveau-là, mais on en parlera juste après. Pour parler un petit peu plus de justement évolution de ton business, bon en avant en termes de revenus notamment, ça a été quoi le gros shift, le gros élément déclencheur, peut-être sur ces 2-3 dernières années, ce qui t'a permis de faire un énorme bond en avant d'un point de vue revenu? Alors, peut-être que c'est peut-être le cap de 500 à 2000 € ou le cap de 2000 à 5000 ou 10 000 et plus, etc. Mais vraiment, un truc que tu gardes qui a été vraiment, waouh, il y a eu un avant-après de dingue. Je vais te donner une réponse qui est plus un principe qu'un petit hack. Parce que les petits hacks, souvent, ça peut marcher sur du court terme, mais c'est pas ça qui fait la vraie différence. C'est quand j'ai compris que si tu étais tout le temps dans l'urgence à vouloir bosser pour faire de l'argent sur du court terme, bah, sur le long terme, finalement, tu gagnes moins. Et ce qu'il faut faire, c'est passer à l'action maintenant pour obtenir des résultats sur le long terme. Il faut viser long terme, avoir une vision long terme. Et là, par exemple, cet été, pour donner un exemple, ce que j'ai fait cet été, c'est que j'ai fait des mois totalement pourris cet été parce que j'ai rien lancé, parce que j'ai pas fait de vidéo, rien du tout.
Par contre, j'ai bossé super dur, j'ai mis à jour mon programme sur le business en ligne avec du nouveau contenu, j'ai refait tous mes tunnels de vente. Et tu vois, sur le court terme, ça n'a rien payé du tout. Et par contre, là, en septembre, on fait cette interview en septembre, je suis en train de faire un énorme mois, mon meilleur mois, là, je suis en train de faire. Parce que je me suis dit, à partir de juin, juillet, là, je vais bosser, pas pour obtenir des résultats maintenant, là, tout de suite, mais pour plus tard. Notamment en mettant à jour ma formation, ça me permet déjà de la vendre, d'augmenter le tarif, également de faire en sorte que les clients soient plus satisfaits. Donc tu vois, il faut prendre des décisions qui n'ont pas seulement un impact sur le court terme immédiat, mais sur le long terme. Et ça au début, bon évidemment, quand tu lances ton business, que tu ne génères pas encore d'argent, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que tu as besoin d'argent maintenant pour en vivre. Mais quand on commence à gagner, je sais pas, 1000, 2000 euros par mois, c'est important de commencer à penser comme ça. Et à poser des actions aujourd'hui qui auront un impact considérable dans plusieurs mois, plusieurs années, mais pas seulement juste cette semaine, essayer de faire la petite promo, allez, je te fais moins 70% sur mon catalogue, machin, vas-y, achète, tu vois. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette prise de conscience? Le stress probablement, d'être tout le temps la tête dans le guidon, ça m'a saoulé, de tout le temps être là à faire des coups en one shot, un petit lancement par-ci, une petite promo par-là. J'en ai eu marre de ce système-là, donc finalement je me suis dit on va créer quelque chose de plus gros, plus solide. Ouais, tu te voyais pas suffisamment construire, tu voyais pas suffisamment tes efforts payés potentiellement et tu t'es dit faut changer quoi, faut travailler autrement. Exactement, j'avais des résultats si tu veux, mais d'un autre côté je me disais si je suis tout le temps la tête dans le guidon à pas me projeter au-delà du mois suivant, mes résultats vont stagner parce que j'ai une stratégie, j'applique tout le temps la même stratégie, voilà, au bout d'un moment faut se renouveler. Il faut se lancer dans des projets qui vont prendre plus de temps, plusieurs mois, voire carrément plusieurs années parfois, mais qui vont payer sur long terme. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et aussi, il faut accepter parfois, par exemple, de faire un mois pourri pour les mois suivants faire encore plus. Eh bien, c'est beau, cette maturité financière et projet. J'ai vécu un peu le même shift. C'est intéressant, pourtant, on s'en est pas parlé. Comment tu l'as vécu, toi, d'ailleurs? Moi, je l'ai vécu avec une non-pérennisation, en fait, avec beaucoup d'argent, parfois beaucoup d'argent, plus que ce que je pouvais en imaginer, et puis tout dépenser. Tout dépenser ou devoir tout recommencer systématiquement, comme s'il fallait repartir de zéro à chaque fois, se retrouver dans des situations où tu te mets des coups de stress alors que tu ne devrais pas être en stress, et un patrimoine qui évolue pas assez, en fait. Par rapport aux revenus gagnés tous les mois, patrimoine qui stagne, un patrimoine qui, tous les mois, devrait faire l'escalier et monter parce qu'on a l'occasion de vendre beaucoup, de bien vendre, etc. Et au final, un patrimoine qui ne grimpe pas assez parce que tu as des résultats qui parfois sont en yo-yo, tu as des pics comme un graphe, et par contre, ton lifestyle, lui, il monte, surtout avant, il montait, et il bouffait le bénéfice. Donc, ouais, à un moment donné, et c'est récent, hein, fin 2019, où je dis, bon, il y en a ras le cul, je vais commencer à être beaucoup plus intelligent financièrement, mettre plus d'argent de côté, investir mon argent différemment, limiter mon train de vie et mes dépenses, et commencer à être beaucoup plus smart. Et du coup, en commençant à être plus smart d'un point de vue financier, il a fallu revoir la façon avec laquelle je lançais des projets. Il a fallu que je revoie comment est-ce que j'utilisais mes billes d'un point de vue business. Et donc, j'ai commencé vraiment à faire des projets beaucoup plus long terme. Même si je pense que je faisais aussi des trucs long terme avant, tu vois, typiquement YouTube, c'est typiquement un truc long terme. Mais j'avais un mindset qui n'était pas vraiment long terme. Et cette année, c'est la première fois de ma vie que je crée un projet, non pas pour gagner tout de suite, mais pour gagner à la revente, pour gagner dans 1 an. Et donc, j'ai fait des mois break-even, genre 150 000 euros de revenus, 150 000 euros de dépenses. Je suis là en mode non, c'est nul, pourquoi je fais ça? Mais voilà, on est en train de construire, de capitaliser, et c'est cool aussi, tu vois, de faire quelque chose de différent. Mais du coup, je comprends tout à fait ta prise de conscience et le conseil que tu peux donner. Justement, pour continuer. C'est cool que tu aies eu le shift de mindset aussi. Du coup, tu étais pas mal dépensier avant, tu te retrouvais tout le temps à claquer l'argent que tu gagnais. Bah, toi-même, tu sais. Ouais. Toi-même, tu sais. C'est vrai aussi que toi, tu as un business qui est vachement basé sur la pub. Donc, forcément,
tu peux aussi te retrouver à investir beaucoup et si jamais tu as mal géré ta stratégie, Si tu t'es planté, tu fais pas beaucoup, tu dégages pas etc. beaucoup de profit, quoi. Pour continuer du coup dans cette même veine de l'argent, donc tu as eu l'occasion d'avoir 500 balles sur ton compte et véridique, je t'ai connu à ce moment-là, tu bouffais du riz du 7-Eleven et des bananes que tu achetais dans la rue. Tu as C'est eu vrai. l'occasion de gagner beaucoup plus d'argent. Comme n'importe quelle entreprise, j'imagine que tu as dû avoir des fluctuations, des mois où tu gagnes bien ta vie, des mois où tu gagnes beaucoup moins bien ta vie. Ça a été quoi la plus grosse prise de conscience sur l'argent? Tu viens pas d'une famille particulièrement riche. Tu n'es pas non plus grandi dans la misère, mais tu t'es mis dans des petites situations où c'était la galère. Tu as eu une abondance financière. Qu'est-ce que tu as appris à travers ce chemin sur l'argent? Moi, j'ai jamais été très dépensier. J'ai jamais, soit par exemple sortir en boîte de nuit, ça me fait chier, c'est pas mon truc. Bon, j'aime bien de temps en temps prendre des hôtels sympas. J'ai déjà volé quelques fois en business class, mais c'est pas des trucs que je fais tout le temps. Et globalement, tu vois, même ici, je dépense extrêmement peu. Ici en Thaïlande, là, cet appart, il est à 8000 bahts par mois pour faire mon bureau, tu vois. Mais ce dont j'ai pris conscience, c'est l'importance de l'investir surtout et de diversifier ses sources de revenus. Ça, c'était vraiment 2020, l'année dernière. Parce que jusque-là, je gagnais moins bien ma vie qu'aujourd'hui. Et finalement, mon argent, il restait un peu dormir sur un compte bancaire. Voilà, je savais pas le gérer. Et finalement, j'ai commencé à investir en bourse. Alors après aussi dans d'autres choses, métaux précieux, crypto-monnaie un peu. Bon là, c'est plus de la spéculation. Mais j'ai vraiment pris conscience par rapport à l'argent, de l'importance de mettre de côté une grosse partie, la plus grosse partie possible que tu peux te permettre de ce que tu gagnes aujourd'hui, quel que soit ton salaire, même si tu es au SMIC, tu peux peut-être au moins te dégager 10%, et l'investir systématiquement tous les mois, et avoir une vision vraiment long terme. Tu es là pour 20 ans, 30 ans, et avec ces habitudes, cette simple habitude d'investir intelligemment la plus grosse partie que tu peux te permettre de tes revenus mensuels chaque mois, et voir vraiment très long terme, tu es sûr d'atteindre une liberté financière de malade, quoi, des multimillionnaires à 50 ans. Après, ça dépend la vitesse pour chacun. Mais si tu continues, il y a vraiment des habitudes qui te maintiennent dans la galère financière, dépenser les trucs à la con, tu vas faire n'importe quoi avec ton argent. Et si tu changes simplement quelques petites habitudes, tu fais simplement, c'est encore le pouvoir des habitudes, mais j'insiste vraiment là-dessus dans mes contenus, et avec quelques simples habitudes qui changent la manière dont tu gères ton argent et qui vont pas te rendre moins heureux, simplement c'est une question de compromis, savoir ce que tu veux dans la vie, etc. Mais simplement avec une petite habitude que tu vas répéter tout le temps sur le long terme, quoi qu'il arrive, tu vas en faire un mode de vie, si tu le fais pas, tu t'arrives à 50 ans, tu as des dettes ou tu n'as même moins de 10 000 euros sur ton compte bancaire, et dans l'autre cas, tu es millionnaire, quoi. Simplement avec quelques petites habitudes, et sans forcément gagner des sommes astronomiques tous les mois, quoi. Donc ça, c'est la prise de conscience que Ça a j'ai été eue, et ça le maintenant, shift toutes les majeur, semaines... de voir que c'était disponible et que tu allais être riche, entre guillemets, dans quelques années en faisant les bons choix, en prenant les bonnes décisions. c'est surtout, ouais, c'est pour se créer sa sécurité financière. Je sais pas, pour moi, ça m'intéresse pas de claquer beaucoup d'argent comme ça, enfin, je m'en fous, c'est pas mon truc. Donc, je vais apprendre à le placer intelligemment et faire en sorte que sur le long terme, voilà, ça me permette d'atteindre des beaux paliers, quoi. Donc, j'investis en bourse toutes les semaines, là, avec la méthode de Roman que tu connais, j'ai vu ta vidéo dessus. Exactement. Ouais, j'ai commencé aussi il y a quelques mois. Ça a été aussi part du déclic, hein, c'est-à-dire, ok, du coup, si je commence à mettre de l'argent de côté, je le mets où mon argent? Qu'est-ce que j'en fais? Et donc, cette année, mon challenge, c'était de créer un portefeuille et en bourse et en crypto et de faire bosser, de commencer à faire bosser cet argent. Donc effectivement, j'utilise aussi la méthode de Roman, même si je t'avoue, moi, j'y comprends pas, je comprends pas grand-chose encore. Ouais. Euh, Au moins t'es sûr de pas investir dans n'importe quoi, genre ouais, GameStop c'est ou, ça. ou des trucs à la con comme ça. Bon, après, tu J'évite. peux gagner beaucoup, mais tu peux tout perdre aussi. Ouais, Faut ouais, avoir une approche j'évite. intelligente, quoi. Faut se demander comment font les meilleurs investisseurs du monde et pas être en mode casino. Tu vois, après, t'as toujours des success stories comme ça. Les médias, ils adorent te montrer le mec qui a fait x100 sur sa crypto, sur le Dogecoin ou sur SafeMoon, je sais pas quoi.
Et après, t'as des mecs qui deviennent complètement matrixés et qui se disent, ah, trop bien, moi aussi je veux faire mon x100, moi aussi je veux devenir riche sans rien foutre. Mais il faut se méfier de ça, parce que ça, c'est un biais cognitif, c'est le biais du survivant. C'est-à-dire, oui, t'en as un dans le tas qui a réussi, mais ceux qui n'ont pas réussi, ils sont infiniment plus nombreux et on n'en parle jamais, quoi. Donc, c'est pour ça, il faut avoir des bonnes stratégies. Ouais, ouais. Mais ça vient avec ce changement de mindset. Du coup, en essayant de m'éduquer un petit peu, on va dire, sur l'argent, etc., un bouquin que j'ai vraiment trouvé génial, d'ailleurs, c'est le Babylone quoi? Pas le prince de Babylone, non. L'homme le plus riche de Babylone. Ah, ouais. Qui a un bouquin avec des principes qui sont hyper vieux et c'est toujours d'actualité, c'est vraiment génial. Il y a un autre bouquin, Master de Money de Tony Robbins ou un truc comme ça où il a interviewé en gros les gens les plus riches de la planète, des gérants de hedge funds, etc. Co. Puis de toute façon, c'est un conseil de Warren Buffett qui revient tout le temps. Les mecs ne sont pas focalisés sur le retour sur investissement, mais sur leur capacité à ne pas perdre. Parce que perdre 1 € est beaucoup plus grave que gagner 1 € en investissement. Et moi, j'étais là en mode, mais je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas pourquoi ces mecs qui sont les plus riches du monde ne sont pas focalisés sur le fait de gagner. Qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a mis des mois avant de comprendre à quel point c'est hyper important en fait. Parce que perdre 1 €, c'est beaucoup plus compliqué à aller chercher après avec les rendements et le truc et machin. Parce que c'est ton capital, c'est avec ça que tu joues, c'est avec ça que tu investis. C'est en fonction de ce capital que tu vas faire des petits ou non. Et donc aujourd'hui, moi je suis plus en mode, ok, allez-y les gars, faites des fois 100. Moi, dans tous les cas, dans 40 ans, je suis multimillionnaire. Faites ce que vous voulez. Je m'en bats les couilles. Et je suis vraiment en mode, voilà, je coupe le bruit. J'arrête de regarder toutes les étoiles filantes qui passent. Puis je me focalise effectivement sur toutes les semaines, tous les mois, mettre ton petit billet sur le truc qui va pas disparaître, quoi, tu vois. Ouais. Bon, je t'avoue, faut avoir après, une je mets un petit stratégie billet de et temps en tu temps quand même l'appliques sur des sans étoiles poser de filantes. questions en mode algorithme, quoi. Je mets comme. Est-ce que tu fais quand même un petit peu d'investissement un petit peu plus risqué quand même? Est-ce que tu t'autorises un petit pourcentage de ton portefeuille d'investissement sur des conneries, on va dire, plus risquées, plus dangereuses, etc. ou pas du tout? Ah bah oui, un petit peu quand Quand même, même. c'est rigolo. T'as Bon, acheté un petite peu de fraction, Bitcoin hein. ou pas? Ah ouais, j'en ai pris, mais ça s'est viandé la gueule, le truc. Ouais, J'ai acheté quasiment le pic, quoi. Bon, j'assume, hein, tu vois. Après, c'est aussi, bah voilà, si on veut faire des investissements risqués comme ça, faut accepter que on peut tout perdre. Et c'est pour ça, dans ces cas-là, si c'est un truc un peu, un truc à la con, un mème, je sais pas quoi, faut accepter. Faut pas mettre l'argent dont t'as Que besoin tu veux pour vivre, vraiment quoi. investir. Faut mettre l'argent pour le casino, quoi. C'est différent. Voilà, je mettrai pas 10% de mon capital dans un même coin. J'avais, pour la petite anecdote, j'avais acheté du AMC, tu sais, le truc qu'ils ont fait pump. Bah, c'est une action aussi qu'ils ont fait pump avec le forum Wall Street Bets, mais comme un con, j'ai revendu avant que le truc il fasse fois je sais pas combien, quoi. J'étais dégoûté. T'as quand même fait ta plus-value, Mais bon. quoi. Bah, j'aurais pu faire un x15, quoi. Mais je l'ai pas fait parce que j'ai vendu comme un con avant à perte. Ouais, tu vois, t'apprends aussi comme ça. Mais Ouais. c'était de l'argent que j'étais ok pour perdre, donc ça va. C'était Oui, pas c'était énormément. pas c'était pas une l'investissement grosse long somme. terme, c'était un petit portefeuille. Non, c'était un truc côté, à la con pour rigoler. Voilà, ouais. C'est le C'est pas, la plus grosse partie du portfolio sera toujours sur des actions sérieuses, principalement des actions à dividendes, ou si c'est pas des actions à dividendes, des actions qui ont des fondamentaux solides. Et on fait une vraie analyse fondamentale avec la formation de romans, justement. Comment est-ce qu'on fait pour mettre de l'argent de côté et investir pour demain et en même temps pas commencer à vivre dans la scarcity en mode ok, je fous tous mes revenus à côté, moi je vis comme un ermite, comme un gitan et je profite pas du quotidien ou je ne dépense pas dans le quotidien. Tu as des gens qui partent dans l'autre extrême. Comment est-ce que tu fais toi pour garder ta balance, profiter de la vie, t'acheter ce que tu as envie et par exemple, bah, tu as une super montre au poignet et pas te dire non, bah, je vais mettre ma montre au clou pour mettre cette thune sur l'action parce que sur le long terme, ça rapportera plus. Comment est-ce que tu trouves ta Bah, balance? la montre, c'est quelque chose qui peut prendre de la valeur, c'est aussi un investissement. Après, je pense qu'il faut aussi savoir ce qui nous fait plaisir. Par exemple, moi, je dépense énormément pour la bouffe parce que j'adore la bouffe, quoi. Je mange au resto tous les jours et je me fais livrer tu vois, tous les soirs et je m'en fous si c'est cher parce que je sais que ça me fait plaisir et que Tu culpabilises pas. ça me rend plus heureux. J'ai pas envie d'être frustré
à me mettre un budget bouffe ou quoi. Bon après, voilà, moi j'en ai pas forcément besoin aussi parce que mes revenus me le permettent largement. Mais d'une manière générale, s'il y a un domaine, je sais pas, si par exemple les fringues, ça peut être, je sais pas, les sorties, peu importe. Mais s'il y a un truc que tu kiffes vraiment, et ben ça fait pas sens de te couper au maximum cette dépense-là. Par contre, après, il y a peut-être des choses dans lesquelles tu dépenses plus, mais c'est pas quelque chose qui te fait particulièrement kiffer. Tu le vivrais très bien de dépenser beaucoup moins. Donc, faut aussi réfléchir de cette manière-là pour pas effectivement être frustré et finir comme Picsou qui compte le moindre penny, tu sais, pour l'accumuler dans sa piscine là. Et finalement, Donc, ouais, c'est un peu chiant, quoi. Investir sans réfléchir, enfin, dépenser sans vraiment réfléchir ou te restreindre sur les trucs qui sont vraiment importants pour toi. Et justement, les dépenses qui sont un peu plus futiles ou inutiles et qui t'impactent moins, on les met de côté, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, typiquement, demain, Bangkok-Paris, tu le fais en business class sans te dire je vais voyager en normal, j'aurai mal au dos quand j'arrive, mais au moins je mets cet argent-là en bourse par exemple, tu te l'autoriserais? Ça dépend. Bah, admettons déjà qu'il n'y a pas le Covid, parce que là, moi, je bouge pas, hein, je suis en mode bunker, là, depuis le Ouais. début. Mais j'ai arrêté complètement de voyager, ça m'a aussi permis d'économiser un peu plus. Bon, Tu après, voilà, m'étonnes. c'est pas grave. Mais ça dépend. Il faut réfléchir aussi, pas seulement en termes d'argent, mais en termes de temps et d'énergie. Si, Hmm. par exemple, je dois, admettons, je sais pas, je dois me rendre à Paris demain pour un événement, pour un truc où j'ai besoin d'être là, quoi, j'ai besoin d'être au rendez-vous. Bah, je me dis, ça fait sens de payer plus cher pour un vol en business dans lequel je vais pouvoir m'allonger, je vais pouvoir dormir, je vais pas avoir le gosse qui braille et le chariot à la con qui m'empêche d'aller pisser, tu sais. Et voilà, au moins j'arriverai, je serai en forme. Et donc là, je me dis, ça vaut le coup. Après, peut-être que si je m'en fous et que dans tous les cas, je sais que je vais arriver, je vais pioncer, là, ouais, peut-être que je vais prendre l'écho, enfin je sais pas, ça dépend du contexte, quoi. Mais faut penser aussi, pas quand. Il y a plein de gens qui essayent de grappiller les moindres centimes, mais qui perdent beaucoup de temps pour ça, tu vois. Je sais pas, j'ai pas Hmm. vraiment d'exemple comme ça à donner, mais t'as Non, plein de non, cas mais comme ça. Les gens qui découpent les coupons de réduction, tu vois. Bon, après, la dans certains notion cas, du tu vois, je temps. comprends, parce que quand t'es vraiment râlé pas crête niveau finance, que t'as un tout petit revenu, oui, d'accord. Après, quand t'as quand même un minimum de confort, faut penser aussi en termes de temps. Parce que le temps, ça fait cliché de dire ça, mais voilà, le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Tu peux pas le récupérer. Alors que l'argent, tu pourras toujours trouver un moyen de le refaire, quoi. Si tu recommences de zéro aujourd'hui, tu développerais quelle activité? Ouf. Tu veux dire là demain, je me retrouve à poil, j'ai plus rien, j'ai juste Internet. Ouais. Je pense que je ferai un truc à la con. J'ai un peu d'argent quand même ou pas, ou rien du tout. T'as 5 000 euros. Bon, ça va. 5 000 euros, j'ai vu une Coréenne qui faisait des vidéos de chats. Elle a plein de chats chez elle et ça fait des dizaines de millions de vues. C'est incroyable. Elle a donné des noms à ses chats. Et je trouve ça, enfin, c'est tellement facile, quoi. Elle a juste fait des vidéos avec ses chats, elle leur achète des arbres à chats, des trucs comme ça, elle leur fait des parcours du combattant En avec des fait, rouleaux c'est de la PQ. télé-réalité des chats et les gens suivent les aventures de Ouais, ces chats. c'est ça. Et ça cartonne, quoi, sur YouTube. Et je me dis, mais elle fait forcément beaucoup d'argent avec ça. Je pense que bon, je ferais pas ça forcément avec des chats, mais je trouverais un truc un peu original, un truc un peu what the fuck, et je m'éclaterais avec ça, Mais dans le avec une chaîne contenu, du YouTube, coup, je pense, parce tu que du contenu. bah, si je garde mes skills actuels, pour moi, ce qui fait le plus sens, c'est de me relancer sur YouTube parce que c'est la plateforme que je maîtrise. Mhm. Après, tu vois, par exemple, le dropshipping, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir le syndrome de l'objet brillant, de me dire ah, ça me fait chier là en ce moment de faire des vidéos, j'ai plus envie, ça me gonfle. Allez, c'est bon, je vais faire du dropshipping. Mais finalement, à chaque fois, je me rends compte que ça correspond pas à ma personnalité, ça correspond pas à mes compétences. Quand on veut se lancer dans un nouveau projet aussi, c'est pas simplement le fait que oh bah tiens il y a machin qui gagne 100 000 euros par mois avec c'est trop bien, non, il y a aussi ta personnalité, est-ce que ça te correspond? Ouais, le Mhm. dropshipping ça impliquerait des problèmes que j'aurais pas envie d'avoir. Gérer avec des fournisseurs, des trucs comme ça, c'est pas mon truc, quoi. Gérer des Analyser gens. les chiffres de mes ads, il y a des gens à qui ça va et c'est très bien, et c'est très bien, tant Mhm. mieux pour eux. Moi c'est pas mon truc, quoi. Et sur YouTube je suis à l'aise parce que justement je peux être créatif, je peux faire un peu le truc à ma sauce, je m'amuse, quoi. C'est Donc important aussi de réfléchissez, s'amuser. si on devait le donner en conseil, réfléchissez ce que vous aimez faire, ce qui vous amuse et ce que vous pourriez monétiser, quoi. Bah, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses et lancez-vous dans un domaine
pas forcément le domaine le plus sexy à la mode, hein. Faut aussi se détacher de ces trucs-là. Souvent, on a tendance à se laisser un peu éblouir par les nouvelles trends, alors qu'en Hmm. fait, 2 ans plus tard, plus personne n'en parle. Mais ouais, faut se connaître, quoi. C'est un peu cliché de dire ça, encore une fois, mais faut connaître ses forces, savoir, savoir dans quoi on peut se différencier, avoir un avantage compétitif par rapport aux autres. Et moi, par exemple, sur YouTube, je suis plutôt à l'aise pour parler. Bon, c'est aussi un truc qui vient avec la pratique, Hmm. mais ça, c'est un truc que j'ai, qu'on pourrait pas un débutant pourrait pas me copier, par exemple. Tu vois, donc Hmm. aussi, il faut se demander où on a les avantages et où on peut se démarquer le mieux possible de tous les concurrents, parce qu'il y en aura plein des concurrents, toujours. Alors justement, la deuxième question, elle va être parfaite. Si tu n'étais pas youtubeur ou créateur de contenu, tu ferais quoi? Si je n'étais pas youtubeur ou créateur de contenu, Paléontologue. ah peut-être, hein. Est-ce que c'est le Ou moment? Est-ce que réparateur c'est le de moment? chaudière, hein. Par hasard, Emilio le chauffagiste. Non, je ferais sans doute un truc créatif autrement. Revenir à tes amours de la musique. Pourquoi pas? Après, c'est plus dur de vivre de la musique que de YouTube, hein. La musique, c'est compliqué, surtout si t'as pas de réseau. Mais ouais, pourquoi pas? Avec le RSA, à la limite. RSA plus musique toute la journée et pâte au ketchup. Ça peut être un bon délire. Bah, c'est mieux en Pas tout de cas ketchup, putain. un bullshit job à la con dans un bureau. Moi, je préférerais ça 1000 fois plutôt qu'un job soi-disant respectable, mais qui te fait chier. Tu vois, autant faire un truc qui te plaît, quoi. Toi qui as eu pas d'argent et beaucoup d'argent, aujourd'hui, tu vendrais pas ton âme au diable pour un salaire conséquent? Tu boufferais des pâtes au ketchup et tu ferais de la musique avec le RSA? Bah, à la limite, si je suis pragmatique, je me dis peut-être, si je prends le bullshit job à 5000 € par mois, si j'accepte de, par exemple, sacrifier 1 an de ma vie pour ensuite, si j'ai des projets et tout, et là, j'aurais plein d'argent. Là, du coup, je mangerais toujours les pâtes au ketchup, mais je vivrais peut-être avec 500 balles par mois, les 4500 € par mois, je les mettrais de côté, et au bout d'un an, je serais bien. Et là, je pourrais réaliser d'autres projets. À voir, je sais pas. Mais si on est Ça se pragmatique, réfléchit. les deux peuvent faire sens en fonction de la situation, quoi. Tu as fait évoluer tes skills en compétences et en élocution de malade. Ceux qui ne te connaissent pas, je vous invite à aller voir les vieilles vidéos, s'il les a pas enlevées, disponibles. Et sinon, faites-nous confiance sur parole. En gros, et j'aime bien parce que tu te trolls toi-même dans plein de vidéos ou dans des interviews du passé. Tu étais tout maigre, tout maigrichon, tout frêle, et tu t'es développé physiquement. Et tu t'es développé d'un point de vue charisme, d'un point de vue communication, d'un point de vue élocution. Littéralement, tu as appris à bien parler, tu as appris à être quelqu'un de captivant. C'était vraiment d'ailleurs dans tes envies, dans tes objectifs. C'est quoi les 3 meilleurs exercices qui t'ont, selon toi, aidé à améliorer ces qualités d'orateur, de communicant? Parler tout seul, déjà. Ça peut pas, je peux passer pour un fou, hein, mais ça marche quand tu t'entraînes à parler tout seul, avec une bonne éloquence, avec voilà, j'arrive plus à parler des fois, tu vois, en mettant le ton, en ayant une bonne articulation. Je sais pas, tu te mets devant ton miroir. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, hein. Tu te mets devant ton miroir et tu racontes ta vie. Tu dis n'importe quoi, en fait, on s'en fout, mais tu t'entraînes à bien parler. Donc, Et c'est ça, un c'est hyper exercice. intéressant. Faisons une pause là-dessus. Parce que Ouais, vas-y, avec plaisir. ça fait très film américain, tu vois ce que je veux dire? Ça fait très film américain où tu as le mec qui s'entraîne dans sa chambre, nananana, et puis qui à la fin arrive sur le podium. Mais il y a une fucking réalité derrière ça. C'est à un moment donné, il faut pratiquer, faut s'exercer. Et l'autre truc, c'est que c'est pas acquis en fait. C'est pas arrivé tout seul. Tu n'es pas né et aujourd'hui, tu es un excellent fucking storyteller. Tu es très très bon. Je pense que le YouTube game, les gens même qui te suivent depuis longtemps ont dû voir une évolution de A à Z qui est incroyable. Moi aujourd'hui, j'allume une vidéo d'Emilio Abril qui parle de discipline ou de n'importe quoi. Je reste là. Je reste là parce qu'il m'amène dans une aventure, parce que c'est bien dit, parce que c'est puissant, parce que c'est truc, parce que c'est machin. Et puis surtout parce que je sais à quel point tu as bossé, ne serait-ce que dans le non-verbal, dans la gestuelle, dans le truc, dans le machin. Et c'est bon en fait. Juste le produit est bon. Et le truc, c'est que les gens vont dire ouais, ça va, Emilio, ça fait un peu storytelling à l'américaine, tu t'entraînais tout seul devant ton miroir. Comment toi, quand justement
tu te dis, OK, j'ai envie de développer cette compétence de bien savoir parler. Tu te dis pas à un moment donné, je suis peut-être pas un peu timbré là de parler tout seul dans ma chambre devant mon miroir. Comment est-ce que tu te rassures, tu vois? Comment est-ce que tu te dis, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis pas fou? Il y a plein de gens, je suis sûr, qui ont envie de prendre des trucs un peu fous, mais ils se disent, ouais, c'est peut-être un peu trop chelou, ou je suis pas prêt à passer ce cap, ou tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que tu passes pour un taré, quoi. Souvent, je me demandais quand je parlais tout seul, est-ce que le mec dans mon hôtel, est-ce que le mec de la chambre d'à côté, il est en train d'appeler l'hôpital psychiatrique, quoi, tu vois? Non, mais pendant toute mon adolescence et jeune adulte, enfin, jusqu'à mes 20 ans à peu près, j'ai trop attaché au regard des autres. Je vivais pour le regard des autres, quoi. Je me comportais pour on me juge pas, pour être bien vu. Au final, ça fait les résultats inverses parce que tu deviens le gentil de service, t'as aucune personnalité. Mais au fur et à mesure, quand j'ai commencé à me fixer des objectifs, à passer à l'action pour monter mon business, pour améliorer ma vie dans tous ces aspects, bah, au bout d'un moment, ton estime de toi, elle se renforce forcément parce que tu vois que tu obtiens des résultats. C'est comme ça que ça marche, hein. Il n'y a pas de petit hack de confiance en soi ou quoi que ce soit, il faut juste se bouger le cul. Et voilà, au bout d'un moment, quand tu as les résultats, tu as une meilleure image de toi. Et après, est-ce que je me suis demandé si j'étais fou? Bah, je me suis toujours... bah, justement, à partir de là, si tu veux, j'ai accepté d'être bizarre. Voilà, je pense qu'on est tous un peu bizarres à notre sauce. Moi, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je ne parlerai pas tout seul si j'ai envie? Si en plus je trouve que c'est une bonne manière d'améliorer mon éloquence, je veux être meilleur dans mes vidéos, etc. Donc, bah, rien à foutre, quoi. Je sais pas, il y a en plus il y a personne qui me regarde, quoi. Donc, pourquoi est-ce que je me jugerais moi-même? Faut arrêter de se juger soi-même, quoi. Si t'es comme ça, bah, c'est très bien. Je sais pas, en plus, bah, même si les autres te regardent, assume, quoi. Assume ton côté bizarre. Tu seras plus heureux comme ça. C'est Ouais, c'est clair. l'acceptation de la bizarrerie finalement, quoi. Ouais, bah, tu vois, moi je me vois comme un zigoto aujourd'hui, je me vois pas comme un coach en développement personnel, je sais pas quoi. Je regarde Bob l'éponge parfois, j'avoue, j'en ai rien à foutre. Je joue à Mario Kart avec ma copine le soir de temps en temps. Tu vois, je me prends pas trop au sérieux, j'évite. Parce que quand tu te prends trop au sérieux, ta vie devient chiante, quoi. Et puis voilà, on peut rester un Je peu pense que gamin. c'est un excellent conseil et un excellent partage parce que justement, quand tu t'autorises, par exemple, sans réfléchir à est-ce que je suis fou, machin, de t'exercer, de pas te poser la question, devant le miroir, faire ton travail d'élocution, etc., de te dire, ah, mais est-ce que c'est vraiment bizarre ou pas? Moi, je suis le seul de mes potes qui s'exerce à essayer de mieux parler, etc. Ben, justement, le truc, et c'est peut-être, encore une fois, peut-être un peu bateau, mais regarde le monde, regarde 80% des gens. Est-ce que tu veux 80% de la vie que les gens ont? Non. Ben moi, je peux t'assurer que tous les gens qui ont des hauts revenus, des résultats, on va dire 1%, 5%, des résultats en tout cas différents à la marge, on est tous des chelous. On est tous des chelous. On est tous des bizarres. Parce que la réalité, c'est que tout le monde est bizarre. La seule différence avec les gens qui atteignent des objectifs, des résultats à un niveau de succès, c'est qu'ils acceptent en fait qu'ils sont chelous, qu'ils vivent leur bizarrerie. Et en général, ça leur amène quelque chose dans leur vie. C'est un peu ça finalement. Bah, t'as très bien résumé, c'est ça, quoi. Faut accepter d'être chelou, quitte à être vu comme un ovni. Bah, en fait, si les autres te traitent d'ovni et que toi t'es là, ah non, c'est pas vrai, machin, si t'es sur la défensive, bah, tu vas mal le vivre et les gens vont se foutre de ta gueule. Mais si t'assumes complètement, finalement, personne peut te pointer du doigt ça. Tu vois, si par exemple, quelqu'un qui est timide, si il assume d'être timide, il dit bah moi je suis un peu timide, voilà, je parle pas trop, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Tu peux pas te foutre de sa gueule parce qu'il est timide. Tu vois, le mec il assume. Donc voilà. Hmm. Puis c'est aussi le début du changement, de la transformation, que d'accepter, premièrement, bah, là où vous en êtes et votre bizarrerie, entre guillemets, ou également de se dire, OK, euh, j'accepte en fait. J'accepte le regard de l'autre face à qui je suis, face à mon comportement. Et c'est justement ça qui va vous donner l'impulsion, l'opportunité d'améliorer, de renforcer ou de transformer, si besoin, si vous avez envie, ces traits de compétence ou ces qualités.
Du coup, pour en revenir à nos exercices sur l'élocution qui t'ont vraiment transformé, ça a été quoi? Parler devant le miroir, numéro un. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, bah, il y en a pas mal. Bah, t'en as un, c'est si on en parlait avant, avant la vidéo, c'est le fameux stylo entre les dents, comme ça. Tu mets le stylo comme ça, et tu t'entraînes à bien articuler, et tu peux dire des phrases compliquées. Par exemple, j'examine cet axiome de Xénophon sur les exigences, les excès et l'expiation. Tu vois, quand tu l'enlèves, tu peux redire la phrase, j'examine cet axiome de Xénophon sur les exigences, les excès et l'expiation. Tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile, parce que c'est comme, je sais pas si tu as suivi Naruto, moi j'adore Naruto. Rock Lee dans Naruto, il met des poids autour de ses jambes pour s'entraîner, mais des poids super lourds. Il se met un handicap comme ça, mais là c'est un peu le même principe. Tu te mets un handicap pour pratiquer, et quand tu enlèves le handicap, ça devient évident, quoi. Facile. Ouais. Après, une autre astuce Et pour pourquoi le est-ce que le fait, charisme. par exemple, d'articuler, apprendre à bien articuler, te permet d'améliorer ta com, etc. Et j'imagine que tu as dû étudier un petit peu plus le sujet en profondeur. L'articulation, ça rend ton message intelligible. Et donc, tu demandes moins d'efforts à l'autre pour te comprendre. Pour C'est te plus comprendre. agréable pour quelqu'un de t'écouter si ton message est très intelligible et qu'on n'a pas besoin de tendre l'oreille pour dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là, il marmonne dans sa barbe. Donc, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'articulation. La voix, il y a quatre vecteurs, notamment il y a l'articulation, il y a la tonalité, il y a le volume, et le quatrième, je l'oublie tout le temps, je ne l'ai plus comme ça. C'est le Articulation, quatrième. D, la réponse D. les intonations, je sais pas si j'ai dit. Bref, j'ai fait des vidéos là-dessus, j'ai pas tout en mémoire vive, Yes. mais voilà. Et sinon, c'est vachement là dans l'attitude. Par exemple, un truc tout con que tu peux changer immédiatement, c'est ta posture. T'as des gens, ils se tiennent comme ça, ils se tiennent un peu affaissés, et rien que d'être comme ça, tu passes pour un dépressif. Alors que si tu te tiens bien droit comme ça quand tu marches dans la rue, tout d'un coup, tu as plus confiance en toi déjà intérieurement, et même extérieurement, tu es perçu comme quelqu'un qui a plus confiance en soi. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait eu des études comme ça ou des statistiques qui montraient que on se faisait plus agresser dans la rue quand on avait une posture comme ça, De penchée, victime. le regard vers le bas, que quand on se tenait bien comme ça, le regard droit, les épaules en arrière, le dos droit également. On se faisait moins emmerder dans la rue, tu vois. Ça paraît évident. À vous de jouer, du coup, les amis, pour transformer à votre tour votre confiance en vous, votre communication et votre capacité à devenir un excellent orateur. En tout cas, je te félicite encore parce que les skills que tu as chopés aujourd'hui sont vraiment top. Et encore une fois, les dernières vidéos, je pense qu'elles te mettent parfaitement en valeur sur tous ces points-là. C'est quoi les 3 plus beaux souvenirs que la vie que tu t'es créée, que ton business t'a offert, que t'a permis de vivre? J'en ai un, c'était quand je suis allé en Malaisie la première fois sur l'île Tioman. Je sais pas si t'es allé d'ailleurs sur cette île. Non. Non. C'est une île, à cette époque-là, il n'y avait pas le Covid, donc il y avait beaucoup de touristes en Asie du Sud. Et Ouais. à Tioman, en Malaisie, j'y étais allé, il n'y avait personne. C'était une île vraiment vierge avec des plages paradisiaques. Et moi, je me rappelle, c'était vraiment au tout début de mon voyage, même pas un mois après être arrivé. Et j'étais tellement heureux parce que, alors j'étais tout seul, mais je me retrouvais à 10 000 km, je sais pas la distance exacte de chez moi. Et là, je suis sur cette île qui est magnifique, il y a des singes partout, des cocotiers, des plages superbes, des récifs de coraux aussi. Je faisais du snorkeling pour aller voir les coraux. Et d'un coup, tu vois, j'avais passé toute ma scolarité, j'étais frustré, j'ai de la contrainte toute la journée, je me levais le matin, j'avais pas envie, et je devais subir, j'avais pas le choix. Et là, tout d'un coup, je me retrouve sur cette île, et c'est magnifique, et là, c'est la liberté totale, je fais ce que je veux, je vais me baigner si j'ai envie, je vais manger, je vais me boire une noix de coco si j'ai envie. Et là, j'ai senti vraiment un très beau sentiment, et d'ailleurs, j'avais envie de revenir sur cette île. Voilà, c'est un peu galère pour l'instant, mais je pense que j'y reviendrai un jour. C'était mon plus beau souvenir de voyage, je dirais. Et Voilà. ça, ce qui est beau aussi, c'est que c'est même pas financier. C'est-à-dire que tu étais au début, donc tu n'avais pas de thunes. Et c'est juste Ouais. prendre un billet d'avion, partir, qui te permettent de vivre ce genre de moment, quoi. C'est ça. En plus, j'avais même raté le ferry pour y aller. Je m'étais retrouvé à dormir une nuit dans un hostel de merde. Bah tiens, tu voulais des galères. J'ai dormi dans des hostels vraiment horribles au tout début de mon voyage. Et ils étaient miteux, ça se sentait pas bon. T'avais des backpackers autour de moi qui avaient un peu un style punk à chien. Ils sentaient pas bon. Et moi, je me retrouvais là et
j'étais complètement en dehors de ma zone de confort et j'étais pas bien, quoi. Et donc je me suis barré le lendemain parce qu'à la base, en plus, j'avais booké une chambre privée et la responsable m'avait donné le dortoir. C'était pas juste, mais à cette époque-là, j'ai pas osé contester parce que je venais d'arriver, tout ça. Et voilà, j'ai eu peur qu'on me vole mes affaires. Et je crois qu'il y avait des cafards même dans la chambre, c'était un peu dégueulasse. Mais après voilà, je me suis juré de faire attention au Airbnb que je book. Et notamment en plus, enfin les hostels et les dortoirs et tout, c'est pas du tout ok pour nous parce qu'on a du matos, un appareil photo, un ordinateur et du coup t'es toujours. Moi j'ai fait une nuit dans un hostel terminé quoi. J'avais une pote qui arrivait à faire des vidéos dans des hostels, mais elle s'en battait les couilles, elle prenait ses caméras et parlait, elle s'en foutait quoi. Mais ouais, moi, c'est pas évident sinon. C'est clair que tu vas pas te faire ton petit décor avec tes petites lumières. Non. Est-ce que t'as d'autres souvenirs, des trucs de ouf que t'as pu vivre grâce à ton business, grâce à la vie que t'as créée? Bah, ouais, j'aime tous les pays, enfin pas forcément tous, mais il y en a certains que je vais pas les comparer parce que je les aime tous différemment. C'est des endroits différents. J'aime beaucoup Séoul en Corée du Sud. Ah, Hmm. c'était génial. Je pensais à la J'y vais Corée surtout. justement, ouais. Ouais, un truc qui me manque là en ce moment, c'est les saisons. En Thaïlande, bon, t'as pas l'automne, l'hiver, printemps, été comme c'est le cas en Europe. Et en Corée du Sud, il y avait un vrai hiver et c'est paradoxal, mais quand tu vis tout le temps sous les tropiques, ça fait du bien de te retrouver dans Hmm. un pays où il fait moins 5 degrés, quoi. Tu te les cailles, mais il y a une ambiance qui est particulière et moi j'aime bien varier comme ça. Bon, là je peux plus parce que il y a le Covid, mais voilà, On sent que le d'ailleurs j'aime Covid bien il t'a prendre fait des bien douches chier toi froides quand pour me même, hein. rafraîchir parce qu'il fait trop chaud ici. On sent que le Covid il t'a fait bien chier. Bah au début, ouais, forcément, parce que ça m'a un peu chamboulé tous mes plans. Moi, je voulais continuer de bosser, voyager. Mais au bout d'un moment, t'acceptes, tu te rends compte que c'est pas les circonstances extérieures qui ont le droit d'influencer ton bonheur et ton bien-être. Hmm. Et tu peux très bien trouver ta liberté autrement. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé surtout à voyager dans la Thaïlande. J'ai découvert plein d'endroits Hmm. sympas. J'ai passé 3 mois à Samui, de mars, avril et mai. C'était super. Juin, même 4 mois, je crois. Là, je suis à Chiang Mai. Et voilà, finalement, là, j'arrive à me contenter de voyager seulement en Thaïlande. Il y a déjà des endroits Hmm. très divers et variés. Et ça a baissé un peu mes exigences par rapport à ça. Où avant, je devais tout le temps prendre un billet pour un pays super loin, à me taper 5 heures de vol minimum, voire plus. Et là, bah, comme je peux plus le faire, finalement, j'ai appris à me contenter de simplement des voyages domestiques. Et finalement, On c'est se très bien. Et réinvente même, quoi. je voyage beaucoup moins qu'avant et ça va. On Hmm. se divertit autrement. Il y a d'autres manières Hmm. de s'éclater et de faire un peu ce qu'on veut. Je pense à un souvenir là et qui moi m'a vachement marqué parce que jamais de la vie j'aurais imaginé faire un truc comme ça. On l'a fait ensemble, donc peut-être toi aussi ça a été un souvenir marquant. On est allé rencontrer un gourou indien et on a fait un Oui, ah oui. séminaire. Donc on a fait le séminaire de Sadhguru pendant 3 jours justement en Malaisie. Et donc on a pris un avion, on est parti de Thaïlande et on est allé en Malaisie rencontrer ce gourou indien, apprendre à respirer, faire du yoga. Donc on revient finalement sur le truc de la bizarrerie qui est jamais de ma vie. J'aurais cru un jour méditer, faire du yoga ou me mettre à faire des chants indiens, machin. Finalement, on s'est retrouvé là-bas. On a vécu une expérience qui était très particulière, qui était incroyable, qui avait beaucoup d'émotions mélangées, avec cette adoration des Indiens pour le gourou, le fait que tous les Indiens voulaient toucher les pieds de Sadhguru, moi ça m'a marqué de ouf. Ouais, je me Euh, rappelle aussi, ouais. et alors, du coup, est-ce que ça fait partie des expériences et des souvenirs vraiment spéciaux que ton business et ta vie a permis de t'offrir? Et peut-être rebondissons un petit peu sur, encore une fois, cette bizarrerie de oser aller vivre des expériences complètement cheloues et on les vit et puis on essaie d'en apprendre un max, quoi. Ouais, c'était vraiment bizarre, c'est vrai. Bah, c'était intéressant, hein. Il y a beaucoup de choses que j'ai continué d'intégrer les exercices que Sadhguru proposait pendant un certain temps. Mais c'est Mhm. vrai qu'il y avait quand même des choses un peu bizarres dans cet événement, mais c'était drôle, hein. Il y avait, Mhm. tu te rappelles, des gens qui hurlaient à la fin quand on Ouais, faisait la méditation avec la respiration super rapide, on devait respirer comme ouais. ça, comme un hamster en hyperventilation. Et t'avais des mecs au fond de la salle qui hurlaient, ils étaient en transe.
Et je sais pas s'il se faisait virer par le staff ou quoi, mais il pétait un câble. Aussi, on voulait aussi s'acheter un café, sortir de... Mais on était enfermés, là, ils voulaient pas nous laisser sortir. Tu te rappelles de ça aussi? Bah, pendant les méditations, je crois, c'est ça, ouais, pendant les méditations guidées, pendant les cérémonies, entre guillemets, tu pouvais ni rentrer ni sortir de la salle pour justement respecter l'énergie et le flow de la salle. Ah, Ouais, c'était quelque chose. pendant la pause, au moment du déjeuner, on pouvait pas sortir. C'était les gardes du corps devant. Mais c'était bien, c'était bien. J'en garde des bons souvenirs. Ouais. Ouais. C'est toi qui avais proposé d'ailleurs, donc merci à toi. Hein, parce que moi, j'y serais jamais allé tout seul. Moi, je suis assez casanier. Je prends pas Ah trop ouais, c'est moi qui d'initiative en t'avais proposé général. de faire ça? Ouais, c'était toi, ouais. Bah, moi, c'est Jérôme qui me l'avait proposé. Du coup, écoute, la chaîne fait son taf. Moi, je me souviens juste, tu vois, moi, j'avais pas ça comme souvenir. J'avais comme souvenir tu t'étais dit, moi aussi, j'ai envie d'y aller. Et quand c'était fidèlement retrouvé pour y aller, je me souviens pas que j'avais été le moteur de ça, mais très drôle en tout cas. Ça fait partie des souvenirs. Et je sais pas toi, mais je pense que on prend pas assez le temps aussi, justement, de se remémorer les bons souvenirs parce que il y en aurait plein. Je veux dire, tu as voyagé dans tellement de pays, tu avais tellement de trucs de ouf, dans le bon comme dans le mauvais côté. Si je dis pas de conneries, tu as failli te faire voler ta caméra au Brésil. Ouais, bah, Bali, je garde de très bons souvenirs. On s'était fait la villa entre entrepreneurs avec Sad et Adam. Et Hmm, c'était vraiment un bon moment, bonne expérience. On allait à la salle de sport hein, tous les matins. grave. Petit rituel avec l'après le petit-déj qui nous était servi. Tout était prêt. Hein, c'était très agréable. Ouais. Emilio, tu es encore hyper jeune. Tu as quel âge aujourd'hui? 26. Mais on a encore la vie devant nous, frérot. Et Ah pourtant, on ouais? a déjà fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est quoi le futur, Emilio? C'est qui le futur Emilio? Tu feras quoi dans 5 ans, dans 10 ans? Ouais, alors là, tu m'emmènes sur un terrain. L'incertitude actuelle dans le monde ne me permet pas de répondre à ta question correctement. Ouais, je me dis, si dans 30 ans je suis encore vivant, c'est cool. Je suis assez pessimiste par rapport à l'avenir. Je pense qu'on va se faire déglinguer par l'intelligence artificielle. Bon, ça, on verra. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est pas très grave parce que peu importe le moment où tu vas mourir, dans tous les cas, tu vas mourir. Que ce soit l'année prochaine ou dans 50 ans, dans tous les cas, tu vas mourir un jour. Et ce qui compte, c'est pas tant le moment où tu vas mourir. Ce qui compte, à mon avis, c'est plutôt est-ce que au moment où tu vas mourir, tu es content de ce que tu as fait. Est-ce que tu peux regarder ta vie et être fier de toi, ou est-ce que tu vas avoir plein de regrets? Et ça, c'est le truc que je veux éviter. C'est ma plus grosse peur dans la vie, c'est ça, c'est de me retrouver avant de mourir et de me dire, bah, en fait, j'ai merdé, j'aurais dû faire les choses autrement. Et j'essaye au quotidien de faire le max pour que ça n'arrive pas, justement. Après, bon, Hmm. j'ai pas de vision, justement, dans 5 ans, je peux pas te dire parce que on sait pas, ça va dépendre, mais je vais m'adapter, quoi. Je vais faire de mon mieux pour m'adapter Est-ce qu'il y a des selon projets qui te ce tiennent qu'il vraiment advient à du cœur? monde. Est-ce Au qu'il y a des niveau des projets qui te tiennent... projets, Ouais, des trucs que tu as vraiment ouais, j'ai envie de des trucs que faire je veux ou... faire. Par exemple, écrire un bouquin, c'est un truc que j'ai en tête. Voilà, des choses comme ça, ponctuelles. Il y a plein de trucs qui vont se faire, ça c'est sûr, je vais continuer parce que c'est un truc qui me plaît. Après, peut-être aussi qu'un jour j'arrêterai tout pour faire autre chose, hein. Je me laisse aussi ce droit-là. Je pense qu'on n'est pas, même si ça marche bien financièrement, si au bout d'un moment t'as plus envie, si tu continues de le faire que pour l'argent, ouais, encore une fois, ça revient à est-ce que tu vas être fier de toi à la fin de ta vie? Si tu fais un truc que pour l'argent pendant 5 ans, 5 ans c'est énorme à l'échelle d'une vie, tu vas gaspiller 5 ans pour te faire chier juste pour avoir de l'argent. Ouais, je trouve que ça vaut pas le coup, le deal est pas forcément très équitable. Donc Hmm. si un jour j'en ai marre de ce que je fais, peut-être que ça peut arriver, c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais j'arrêterai. Clairement, je ferai autre chose. En plus, comme j'ai investi en bourse justement, je pourrais gagner ma vie avec les dividendes, donc je pourrais faire de la musique et ne pas être payé pour ça, quoi. Peut-être un jour nous irons voir en concert ou comme DJ notre ami Emilio Abril avec grand plaisir. C'est J'aimerais, Emilio, possible. qu'on parle un peu plus maintenant là que après 1 heure de podcast, on a perdu tous les touristes, on a perdu tous les gens qui ont cliqué pour voir tes magnifiques yeux bleus. Là, il reste les vrais, les durs, les gens qui sont là prêts à écouter tout ce que publiquement, normalement, on n'est pas censé dire. Et du coup, j'aimerais que tu nous parles un peu de la motivation profonde, pratiquement intrinsèque, qui t'a vraiment motivé dans ta transformation de vie. Ce moment où tu es en mode j'en ai ras le cul de la vie, ma vie me déprime, j'ai une vie de merde, à aujourd'hui,
une certaine indépendance financière, un niveau de revenu, un impact social, des vues, de la notoriété. Entre les deux, bien évidemment, il y a eu plein d'étapes, mais il a fallu quand même une énergie très forte, surtout au début, pour faire avancer cette machine. C'était quoi la motivation qu'il y avait derrière? Bah, c'était que avant que je me lance, que je me reprenne en main, je me disais je peux pas tomber plus bas quoi. Ma vie c'est tellement de la merde. Et surtout c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Au bout d'un moment voilà je pouvais plus supporter ma situation médiocre. Enfin, c'était vraiment ma vie c'était de la médiocrité. Tout ce que je faisais au quotidien c'était chercher le petit plaisir facile, bouffer des kebabs dégueulasses, jouer aux jeux vidéo, sortir me bourrer la gueule lamentablement 3 à 4 fois par semaine. Et au bout d'un moment, t'as honte de toi, quoi. Tu te regardes dans le miroir. Moi, c'est comme ça que j'ai eu le déclic. Je rentrais d'une soirée, j'étais complètement bourré. Je m'étais tapé la honte devant tout le monde parce que je sais plus ce qui s'était passé. Je crois que j'étais tombé dans les poubelles, un truc comme ça, parce que je savais plus marcher droit. Enfin, c'est un truc à la con comme ça. Mais je suis rentré chez moi dans la salle de bain. J'avais honte de moi, quoi. Je me regardais dans le miroir, mais je disais, mais c'est quoi ce sac à merde, quoi. Et à partir de là, enfin, tu vois, il y a un moment, t'accumules tellement de frustration que tu dis c'est plus possible, il faut que je change, faut qu'il y ait une transformation. Et finalement, le coût de l'inaction est tellement fort que l'action s'impose. Quand subir une minute de plus est douloureux au point que tu peux plus le supporter, bah, passer à l'action c'est beaucoup plus facile tout d'un coup. C'est un peu cette idée de toucher le fond pour mieux rebondir, quoi. Tu vois, les gens qui sont dans la moyenne aujourd'hui, qui ont une vie qui est assez confortable, qui n'est pas non plus horrible, qui n'est pas bien, qui ne les satisfait pas, mais qui n'est pas non plus une vie atroce, bah, c'est difficile cette situation parce que c'est dur de trouver la motivation justement, parce que tu as toujours ton petit confort auquel te raccrocher. Tu vas commencer à passer à l'action, faire du sport, bosser sur ton business pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais au bout d'un moment la motivation elle s'affaiblit, tu as Netflix qui t'appelle, tu as tes potes qui t'appellent pour aller boire un coup, et finalement tu reviens dans ton petit confort médiocre. Et voilà, finalement, c'est difficile de changer dans ces conditions-là. Et moi, justement, il a fallu que j'ai subi pendant longtemps ce petit confort, cette zone de confort, mais au bout d'un moment, je pouvais plus, quoi. C'est tout. Voilà. Justement, tu as pas mal embrayé sur ma question d'après. Aujourd'hui, je reste assez persuadé, même si j'essaye toujours de me tirer du côté de l'amour, que les grands succès, la source, c'est une grande frustration. Et que la motivation, ou une des motivations les plus fortes, surtout au début, c'est une motivation négative. Donc un rejet principalement de quelque chose. Toi, du coup, tu l'as dit, c'était, tu te sentais comme une merde. Et on peut le sentir à travers tes mots, à travers tes émotions. C'est quand même quelque chose de très profond. Est-ce que tu penses que c'est les frustrations et les énergies négatives qui forgent les succès? Ou est-ce que c'est l'attraction, l'énergie positive la motivation positive, tu vois, plutôt qui va attirer, ou c'est plutôt la frustration et l'énergie négative qui va motiver et qui va amener le plus de résultats? Je pense que le mieux, c'est combiner les deux. Je pense que fuir est toujours plus fort en termes de motivation que d'aller chercher quelque chose. C'est un peu comme la souris qui est entre le chat et le fromage. La souris, elle va vouloir courir vers le fromage pour le manger, mais si c'est le chat qui la course, elle va courir encore plus vite. Donc effectivement, je pense que c'est bien de se rappeler à la fois ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on ne veut plus, et ce qu'on refuse de continuer de subir à la fois, en termes d'objectifs. Parce que par contre, si tu sais seulement ce que tu ne veux pas, ça va être difficile de passer à l'action. Parce que si je m'étais dit juste à l'époque, je veux plus subir ma routine d'étudiant ennuyeuse, je veux plus être dans mes addictions, ok, tu veux plus ça, mais vers quoi tu te diriges? Vers quoi tu diriges tes actions? C'est pour ça qu'il faut combiner les deux. Et moi, quand ma vie a changé, c'est quand je commençais à me fixer des objectifs, notamment quand j'ai décidé de tout faire pour lancer mon activité sur Internet. À cette époque-là, j'avais pas d'objectif avant. Et c'est pour ça que j'étais dans l'inaction, que je stagnais. Mais quand je me suis fixé l'objectif, j'avais d'un coup une vision, un truc à atteindre. Donc je savais comment y arriver, comment passer à l'action. Alors que si j'avais pas cet objectif, je reste dans la stagnation, quoi. Et après, effectivement, c'est plutôt une motivation au quotidien, après te sortir de la situation pourrie dont tu ne veux plus. Mais les deux sont complémentaires. À la fois fuir ce que tu ne veux plus et atteindre ce que tu veux.
Donc si vous aussi, vous avez aujourd'hui une grosse frustration, un mal-être profond, etc., euh, ça pourrait même peut-être être la clé de votre succès de demain. Donc à vous de vous enlever les doigts, comme dirait Emilio. Dans les Je suis moments pas de sûr galère, que même ça, mais ok. dans les moments de galère, peut-être même encore aujourd'hui, à quoi tu te rattaches? Comment est-ce que tu fais pour faire remonter ton énergie, remonter ta motivation, te remettre en selle? Je prends les douches froides. Ça te remet un coup d'énergie. Après, d'un point de vue plutôt philosophique, ouais, je pourrais te dire un truc bateau, genre je me rappelle de ma mission, je sais pas quoi. Non, ce que tu Non, pas ressens toi vraiment, spécialement. comment toi tu le vis. Non, je passe à l'action. J'ai l'habitude de bosser. Quoi qu'il arrive, je vais bosser parce que je Donc quand supporte tu prends pas de une ne pas claque, tu te bosser. refocalises justement sur une routine de travail. C'est ta Mais pour façon de moi, la clé, contrecarrer. c'est les habitudes. Parce que quand tu as des habitudes que tu pratiques depuis des mois, voire plusieurs années, qui sont très solides, vraiment, elles sont ancrées dans ton inconscient. Il faut se rappeler qu'une habitude, c'est une connexion entre neurones, un chemin de neurones, et plus vous allez le répéter, plus ça va se renforcer. Et au bout d'un moment, Mhm. quand le réseau de neurones devient fort, ben, il n'y a plus besoin d'avoir de discipline, il n'y a plus besoin de se motiver parce qu'on le fait, point barre. Et voilà, les moments où je me sens down, ben, ça arrive évidemment. Il y a des moments où je suis un peu moins déterminé. Là, par exemple, ces 2-3 derniers jours, j'ai moins le feu que sur les semaines précédentes. Mais c'est pas grave, la motivation, c'est des cycles comme ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et on peut pas lutter contre ça. Tu peux, certes, il y a des petits hacks pour augmenter ta motivation sur le moment, qui peuvent t'aider à faire un petit pic de motivation, mais il y a toujours une grande tendance de fond qui est soit à la baisse, soit à la hausse, un peu comme des cycles sur un marché financier, pour prendre le parallèle. Mhm. Mais quand tu crées des habitudes, justement, tu dépends plus de ça. Parce que si pendant je sais pas, les 300 derniers jours, tu as pris une douche froide, bah, le jour numéro 301, si t'es pas motivé, si t'as pas envie, si tu t'es levé du mauvais pied, bah, tu vas quand même le faire. Tu l'as déjà fait 300 jours d'affilée, tu vois. C'est ça la puissance des habitudes. Et ça s'applique pas seulement aux habitudes, genre se lever tôt, faire de la méditation, manger des choses saines, mais aussi au boulot. Et moi, c'est ce que je fais, c'est que j'ai des habitudes de travail tous les jours. Je fais mes deep work, donc des sessions de travail de 2 heures très concentrées. J'en fais 3 ou 4 par jour, une session comme ça de travail de 2 heures. Et c'est une habitude. Même les jours où je suis un peu fatigué, bah, je vais quand même faire mon deep work. Peut-être que si j'ai l'esprit un peu brumeux, je vais peut-être me concentrer sur un travail qui est plus robotique, un peu moins créatif, parce que là, effectivement, il y a certains jours où le cerveau il est un peu dans le brouillard, mais on s'adapte. Mais ouais, créer des habitudes. Créer des habitudes. La puissance des habitudes, toujours. Ah bah tiens, justement, en parlant d'habitude, tu peux être la discipline incarnée. Et effectivement, monsieur habitude sur le long terme, il y a des trucs que tu as transformés dans ta vie que tu as toujours depuis 3 4 ans. Et tu es également le roi du balécouillisme extrême. On t'a vu notamment à travers des fréquences de publication. Tu es capable de faire des tests parfois et de faire shifter ta vie à 180 sur des aspects de ta vie ou des tests que tu vas faire en termes de routine. Moi, je pense à la fréquence de publication, le fait de sortir des produits, le fait d'être hyper focalisé sur ton business et parfois être hyper focalisé sur les trucs dans ta vie perso. Comment est-ce que tu fais et pourquoi est-ce que tu vas expérimenter autant les extrêmes? Je pense qu'il faut faire des tests. Si on parle seulement de l'aspect business, si tu te contentes de recopier une stratégie qui donne des résultats, bah, tu auras des résultats moyens parce que tu fais rien d'exceptionnel. Moi, j'essaie au maximum de ne pas être comme mes concurrents, enfin les concurrents, j'aime pas trop parler de ça comme ça, mais de ce qui se fait dans le milieu développement personnel, dans mon cas développement personnel, mais ça peut être autre chose, mais essayer d'un peu casser les codes. C'est l'idée de la vache pourpre de Seth Godin, d'être remarquable, de ne pas faire les choses comme tous les autres, parce que sinon tu seras par définition dans la moyenne. Et aussi c'est du kiff. Moi, par exemple, quand je fais une vidéo un petit peu originale avec un concept, bah, déjà c'est un test parce que j'ai envie de savoir si ça marche, si ce titre-là il va marcher, etc. Et aussi bah, ça me fait un petit shoot de dopamine, quoi, de voir les performances de ma vidéo. C'est un kiff, j'aime bien.
Donc, je sais que si je me contentais de faire des vidéos avec des titres bateaux, genre comment faire ceci avec des mots-clés, des recherches de mots-clés, tout ça, bon, c'est bien, je vais parfois. Mais ça m'ennuierait et je préfère tester des trucs un peu originaux qui ont jamais été vus aussi des fois. Bon, j'avoue, hein, je pompe des trucs sur les Américains en termes de concept de vidéo et j'essaie de les importer à ma sauce. Je ne connais pas le contenu, mais les titres, parfois je m'inspire de ce qui se fait aux États-Unis et voir comment ça marche, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Et comment est-ce que tu arrives à marier dans ta personnalité parfois une discipline de fer où effectivement tu vas nous faire 300 jours de douche froide et où parfois tu vas te lâcher la grappe et tu vas partir en balécouillisme. 1, 2, 3, en balécouillisme. J'ai pas fait 300 jours, c'était un exemple. Non, je le sais, mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles tu as fait 300 jours. Ouais, bien sûr. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à marier ce lâcher prise et en même temps cette discipline de fer parfois débile, militaire? C'est savoir ce qui compte. Par exemple, la discipline sur tes habitudes. Tu sais pourquoi tu fais ces habitudes-là? Parce que tu veux en faire ton mode de vie pour obtenir un résultat, pour être mieux dans ta peau, pour être en meilleure santé, ou peu importe. Mais si l'habitude, elle compte pour toi, tu sais que c'est important, c'est une priorité, donc tu vas rester focalisé dessus. Par contre, autre chose comme, je sais pas de quoi tu me parlais précisément, mais le fait de ne pas se prendre au sérieux, de bas les couilles, il y a des choses tu peux bas les couilles. Par exemple, le rythme de publication sur YouTube, bon je prends ça, mais ça peut être plein de choses. Pour moi, c'est pas important, dans le sens où les gens ils seront toujours là, même si je m'absente 2 mois. Et si je m'absente 2 mois, c'est pour un truc qui est important, tu vois. C'est pour récupérer mes ressources et les réinvestir sur autre chose qui est important. Donc, faut juste savoir quelle est sa priorité et hiérarchiser ses habitudes, enfin, voilà, en fonction de l'importance qu'on leur accorde personnellement. Bien, parfait. C'est ce que je voulais un petit peu mieux comprendre et je suis sûr que... Alors, peut-être qu'effectivement, tout le monde, ou en tout cas les gens qui te suivent, ne sont peut-être pas conscients de ta personnalité un peu balécouillisme, quoique tu as quand même exploré et testé tellement de choses que je pense qu'ils ont certainement pu le découvrir à travers ça. Mais c'est vrai que tu as vraiment ces 2 phases de ta personnalité, quoi. Tu es un hippie militaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut t'arriver dans plein de domaines. Un hippie militaire, je vais la garder celle-là. Justement, parlons un petit peu plus des valeurs fondements et de ce que tu as appris sur un peu sur toi, sur la philosophie de la vie et sur la philosophie que tu vis aujourd'hui. C'est quoi ta vie de rêve à toi aujourd'hui? Comment est-ce que tu définirais ta vie de rêve? J'ai pas de vision claire. J'essaie plutôt au quotidien d'améliorer tout ce que je peux sur chacun des aspects de ma vie, que ce soit couple, santé, relations, business, argent, tout ce que tu veux. Et au final, aujourd'hui, je suis content de ma vie, donc pourquoi ce serait pas ma vie de rêve, tu vois? Après, tu pourrais toujours l'améliorer. Une vie dans laquelle tu crées, une vie dans laquelle tu es amoureux et tu partages. Raconte-nous. Une vie, c'est personnel, hein. Ça va différer de chacun. C'est hyper subjectif, hein, on est d'accord. C'est une question de valeur. Moi, par exemple, la créativité, comme on en parlait, c'est une valeur importante. J'aime créer des choses, j'ai toujours créé des choses dans ma vie, donc j'ai besoin au quotidien de créer. Quelqu'un pour qui la valeur suprême, ça va être la famille, il va avoir logiquement besoin de passer beaucoup de temps avec sa famille. Donc, une vie de rêve, entre guillemets, c'est une vie dans laquelle tu es aligné avec tes valeurs. Pour moi, donc, c'est créer des choses, des vidéos, alors, en l'occurrence, en ce moment, c'est les vidéos, mon truc. Ça va être aussi d'atteindre le flow, d'être souvent dans le flow, c'est-à-dire cet état dans lequel tu perds la notion du temps, tu oublies le monde autour de toi. Ça, c'est un bon signe d'épanouissement pour moi quand j'arrive vraiment à bosser en perdant la notion du temps. Je suis super dans ces périodes. Ouais. Et également, toujours l'hygiène de vie, la routine. Je me sens très mal. Les moments où je me sens le plus mal, c'est les moments où je bosse pas beaucoup, où je laisse de côté mes habitudes. Et ça, c'est systématique. Faut pas croire que je suis un espèce de droïde de productivité où tous les jours je fais les choses de manière implacable. Ça m'arrive parfois de baisser un peu. C'est donc toi, Emilio, le C23 de la capsule Corp. Moi, une routine productive, je vois ça comme un équilibriste qui marche sur une corde raide. C'est-à-dire que des fois, tu vas un petit peu tanguer comme ça, mais il faut retrouver son équilibre, continuer d'avancer.
Et même si des fois tu ralentis un petit peu pour bien retrouver ton équilibre, finalement, ouais, c'est une question de... Il y a des moments, tu vas jamais finalement être sur... ça va jamais être linéaire, ta motivation. Comme j'expliquais, ça fluctue. Il y a des moments, tu es à fond, c'est super, tout se passe bien. D'autres moments, c'est un peu plus difficile. Mais ce qui compte, c'est quand tu te rends compte que tu es en train de lâcher un peu du lest, voilà, tu ralentis un peu. Là, pour donner un exemple personnel, en ce moment, je vais un peu moins à la salle, là. Mais je me dis, ok, là, c'est le moment de rééquilibrer la balance et de remettre le focus sur le sport. Parce que, encore une fois, ça me fait de la culpabilité de ne pas suivre à la lettre ma routine de sport, d'y aller moins souvent que d'habitude. Donc pour moi, une vie idéale, c'est ça, où je suis ma routine, mais en rééquilibrant évidemment, et en étant conscient toujours évidemment, parce que si tu te laisses aller à la facilité, tu vas pas, tu vas perdre tes habitudes, tu vas pas t'en rendre compte, et finalement tu vas te retrouver dans la passivité totale. Donc faut être alerte et regarder là où tu as besoin de remettre ton focus, quoi. Mon objectif à travers cette question, c'est d'essayer de comprendre un peu aujourd'hui ton prisme, ta perspective sur la vie, comment est-ce que tu vois la vie, et qu'on puisse voir aussi tes points de vue, qu'on mûrit, qu'on évolué sur aujourd'hui comment est-ce que toi tu définis une vie de rêve, tu vois. Il y a beaucoup de gens, enfin peut-être c'est très loin parce que ça fait longtemps que tu n'es plus dans cette position et dans cette place, mais il y a des gens pour qui la vie de rêve, c'est de gagner des revenus en automatique et ils pensent que ça va être la clé de tous leurs problèmes, tu vois. C'est toujours intéressant, je pense, d'avoir des perspectives différentes, plus profondes Mais et avec du je recul. vais rajouter un truc. Les gens qui s'imaginent que avoir plein d'argent et pouvoir se barrer au bord d'une plage, ils ont besoin de le faire pour se rendre compte que c'est pas ça qui va les rendre heureux. Parce que tant qu'ils l'ont pas fait, ils sauront pas. Et on aura beau leur dire non, l'argent ça fait pas le bonheur, je sais pas quoi, machin. Bon, l'argent contribue quand même au bonheur, faut pas non plus être aveugle. Mais fondamentalement ça vient plutôt de l'intérieur. Et évidemment des circonstances extérieures qui font que tu te sens libre. Mais faut aussi tester les choses par soi-même. Voilà, quand on a une frustration et qu'on a tendance à croire que c'est de ça dont on a besoin, si on se contente de se dire ah oui mais en fait non parce que j'ai lu dans un bouquin que c'était pas ça la clé du tu vas toujours garder cette frustration. Donc il faut expérimenter pour se rendre compte par soi-même. Voilà, et parfois même jusqu'à se dégoûter. Parfois tu as des mecs qui vont cramer énormément de pognon après avoir réussi dans le business et finalement au bout d'un moment ils en peuvent plus, ils reviennent à une vie plus simple. Et là ils ont compris, ils ont eu une expérience là à ce moment-là. Alors que s'ils n'avaient pas fait leur expérience en mode cramage de pognon pendant plusieurs années, peut-être qu'ils seraient moins dans la vérité. Ils seraient moins conscients de ce qui va vraiment les rendre heureux dans leur vie, tu vois. Et je dirais même dans leur vérité. Parce que la vérité, c'est subjectif et qu'on va tous trouver une définition différente à notre vie de rêve. Et ça aussi, c'est compliqué à comprendre, à vivre. Ou peut-être à accepter parce qu'au début, on cherche forcément à se mettre dans les baskets de son héros favori pour espérer avoir une vie similaire, quoi. Justement, tu le dis depuis tout à l'heure, tu es heureux, toi, aujourd'hui? Je me demande pas si je suis heureux parce que je considère que les gens qui passent leur journée, c'est dans le livre L'art subtil de s'en foutre, j'adore cette phrase. Quelqu'un qui est vraiment heureux, il va pas se planter devant une glace pour répéter 50 fois « je suis heureux ». Il l'est, point barre. Ça, c'est la phrase que j'adore. Et ouais, objectivement, je pense que je suis heureux. Après, je me le demande pas parce qu'encore une fois, si tu es heureux, t'as pas besoin de te demander en permanence si tu es heureux. T'es juste, c'est un ressenti. Après, voilà, ça veut pas dire être tout le temps dans l'euphorie. Ça veut dire, je pense, avoir une vie qui est alignée, avoir la liberté que tu veux. Ça dépend aussi si la liberté, c'est une valeur importante pour toi. C'est vraiment ça. C'est l'alignement avec tes valeurs. Justement, je pense que du coup, je vais te la poser tout de suite. La question, c'est quoi le bonheur pour toi? Et donc, du coup, c'est l'alignement avec ses valeurs. Donc, c'est savoir ce qu'on veut, ce qui est important pour nous et de savoir s'aligner à ça. Ouais, c'est aussi avoir un sens. Pendant toute la période où j'étais étudiant et frustré, ma vie n'avait pas de sens. Je me levais le matin, je savais pas pourquoi. J'allais poser mon cul, encore une fois, pendant 8 heures par jour sur une chaise inconfortable et je savais pas pourquoi. Elle t'a traumatisé horrible. Cette chaise. Ouais, mais ça faisait mal au cul, je devais tortiller comme ça parce que fallait trouver la position, quoi. J'aimais pas. Mais quand t'as pas de sens dans ta vie,
C'est, je pense, une des pires situations. Même des situations très difficiles à endurer qui peuvent finalement te rendre plus heureux parce qu'elles ont un sens. Je vais te donner un exemple. J'ai fait très peu de taf dans ma vie. J'en ai fait 3 au total. Je vais te parler de 2 d'entre eux. J'ai d'abord été éboueur pendant 1 mois en saisonnier. On peut s'imaginer qu'être éboueur, c'est un job de merde, que ça pue. Effectivement, c'est vrai, hein, ça pue par moment. Et pourtant, pendant 1 mois, j'ai vraiment kiffé. C'était génial. Parce qu'on s'entendait bien avec les collègues, on avait une mission, il fallait qu'on finisse la tournée le plus vite possible parce qu'en plus, on pouvait rentrer plus tôt à la maison. En plus, on se sentait utile fondamentalement parce que ce qu'on faisait, ça servait aux gens, quoi. Tu leur enlèves leur poubelle. Et j'ai adoré ce job, même si c'était très dur physiquement. C'était en juillet, il faisait super chaud, c'était dans le sud-ouest en France. C'était très très dur. Et pourtant, j'ai adoré. À côté de ça, en parallèle, j'ai fait un autre job un peu plus tard. C'était agent d'accueil dans le stade de Bordeaux. En gros, j'étais une plante verte. J'avais un gilet jaune et j'étais planté comme un con tout seul. J'ai même personne à qui parler. Il y avait juste un supporter bourré qui venait me voir une fois tous les 3 quarts d'heure pour me demander où était l'entrée. Je lui disais, c'est là. Et je faisais ça pendant 6 heures. Heureusement, j'ai pas fait ça pendant longtemps. Mais c'était horrible. C'était plus facile physiquement que éboueur. Mais putain, qu'est-ce qu'on se faisait chier. Il n'y avait aucun putain de sens à ça. Et voilà, c'est l'absurdité. C'est l'absurdité. Pour moi, le bonheur aussi, c'est en grande partie d'avoir un sens dans sa vie. De se lever le matin en sachant pourquoi. Et quelle que soit la raison, il peut y avoir des raisons, des multiples raisons, ça va dépendre de chacun. Mais si on n'a pas cette raison qui nous pousse à lever le matin, je vois pas comment on peut être heureux. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? J'aimerais déstresser les gens. La raison n'a pas besoin d'être grande. La raison n'a pas besoin d'être philosophique. Tu n'as pas besoin d'avoir besoin de sauver le monde pour donner du sens à ta vie. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai, ça peut être des petites choses pour commencer. Ce qui compte, c'est de se fixer un objectif, mais qui soit enthousiasmant. Qu'en pensant à cet objectif, on éprouve de l'enthousiasme. C'est une émotion dont on ne parle pas assez, je pense, l'enthousiasme, mais c'est un très bon indicateur. C'est quelque chose qu'on ressent. Il faut se fier à ce que nous dit nos tripes, notamment par rapport à cet indicateur de l'enthousiasme. Et ouais, un petit objectif, rien que, par exemple, se forger un physique athlétique en faisant de la muscu, apprendre l'anglais, devenir bilingue, des petits objectifs comme ça qui sont à la portée de tout le monde, ça peut suffire. Ça peut suffire à condition évidemment qu'on se sente enthousiaste à l'idée de les accomplir. Si c'est juste se fixer un objectif pour se fixer un objectif, c'est de la merde. T'as des gens qui par exemple vont se mettre au sport de combat, non pas parce qu'ils ont envie de faire du sport de combat, mais pour l'image que ça va leur donner. Parce qu'ils vont être vus comme le mec qui fait de la baston, voilà, il faut pas chercher la merde avec lui, alors qu'en fait, dans la réalité, ils détestent prendre des pains dans la gueule à l'entraînement. C'est juste l'image, c'est pour leur ego, quoi. Donc il faut faire les choses non pas pour l'ego, mais pour ce qu'on ressent à l'intérieur de notre ressenti. On peut appeler ça de manière très multiple. On va dire simplement le ressenti, la petite voix, quoi, on pourrait dire, la petite voix interne. Super. C'est une très belle définition, en tout cas. Merci, Emilio, pour ça. J'ai une question qui pourrait être similaire ou très différente, mais qui va être un mot qui va résonner différemment pour beaucoup de gens. C'est quoi aujourd'hui la réussite pour toi? Comment est-ce que tu définis la réussite? Qu'est-ce que tu mets derrière le mot réussite? C'est différent pour tout le monde. Ça pourrait être la même définition que le bonheur, hein. Être aligné avec ses valeurs. On pourrait dire ça. Parce que finalement, le but, c'est quoi? C'est d'être heureuse, d'avoir une vie que tu as kiffé, d'avoir bien rentabilisé ton temps de vie et d'avoir éprouvé des bonnes émotions. La qualité de ta vie, c'est la qualité de tes émotions. Si tu vis même très longtemps, 90 ans, et que chaque seconde de ta vie a été dans l'aigreur, dans la frustration, bon, tu vas peut-être crever avant, probablement, si c'est le cas. T'auras un cancer. T'auras un cancer, toi, c'est sûr. Mais tu vois, c'est ça que je disais tout à l'heure avec le fait de on s'en fout quand on va mourir, c'est que si tu vis 1000 ans, mais que chaque seconde de cette vie est passée dans la douleur, dans des émotions désagréables, à quoi bon? Autant vivre juste 1 an, mais 1 an que tu as vécu à fond, c'était trop bien, tu as vécu des super expériences, tu vois? C'est comme ça que je le vois, ouais, la réussite. Dernière question, Emilio. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? On le devient. Moi, je suis pas très fan de dire c'est le destin, il est comme ça.
Ouais, non, moi j'étais pas destiné à être entrepreneur à la base, hein. Je pense que tout le monde peut trouver un créneau et créer un produit, le proposer, le mettre sur le marché, le vendre si le travail a bien été fait. Non, on peut tous devenir entrepreneur. Après, je pense que par contre, devenir un des top entrepreneurs du monde, genre un Jeff Bezos, il y a une partie, enfin, peut-être pas génétique, mais dans ton éducation, il y a eu un truc bizarre où tu veux pas, je pense, une personne plutôt normale entre guillemets, qui a une vie plutôt classique, peut pas devenir l'homme le plus riche du monde comme ça. Mais entrepreneur, bien sûr, tout le monde peut réussir, même avoir de très beaux succès dans l'entrepreneuriat. Ouais, n'importe qui, En à gros, tu me dis condition que d'avoir le 5%, il est accessible à tout le monde, mais le 1% ou le 0,1%, c'est autre chose. c'est plus le 0,00001%. Ah non, là, moi j'y prétends pas, hein, j'y prétends pas. Mais ouais, le top 5%, c'est réaliste. C'est réaliste. Question de la communauté, Emilio. Du coup, dit aux gens qu'on allait discuter ensemble ce matin. Ce matin pour moi, ce soir pour toi. Et les membres de la tribu de mon club, ils ont laissé quelques questions pour toi. Du coup, on a Ok. Romain qui nous dit si tu pouvais garder une seule habitude de ta routine matinale, laquelle garderais-tu? Douche froide, méditation, sport ou lecture? De ma routine matinale. Ouais. Donc ça n'inclut pas le. Si je faisais du sport tous les matins dans ma routine matinale, ce serait le sport. Sinon, c'est la douche froide. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous Il y invite a d'ailleurs à aller 40 voir jours, la là. vidéo d'Emilio sur sa chaîne YouTube. On la mettra en description juste en dessous pour aller voir sa belle vidéo dans sa petite salle de bataille où il se cale des seaux d'eau glacée sur la tronche tous les matins. Ça vaut le détour. Mais tu vois, ça, j'aurais pu le faire 30 jours et arrêter. J'aurais fait ma vidéo avec mon titre putaclic, j'étais content. Mais non, je continue parce que ça a vraiment des bienfaits de fou, quoi. Ça te réveille directement dès le matin, tu te sens bien. Et même au bout d'un moment, tu te mets à l'apprécier. Moi maintenant, j'aime bien ça, quoi. Me verser mon bidon glacé à 2 degrés sur la tronche, ouais, j'aime bien. Et ça fait du bien. Ouais. Douche froide. Et s'il y avait le sport dans la routine matinale, tu gagnerais le sport, qui est selon toi le plus important. Ouais. On a une deuxième question qui est un petit peu spirituelle et sortie des fagots. Du coup, ça m'intéresse d'avoir ta vision là-dessus. Ça a créé un débat ce matin dans la commu sur WhatsApp. Ok. Arrives-tu à ressentir la loi d'attraction quand tu as demandé tant de fois à l'univers quelque chose et que finalement tu peux le ressentir? Est-ce que c'est en train de se mettre en place? Est-ce que tu peux ressentir que c'est en train de se mettre en place? Je ne sais même pas si toi tu crois à ce genre de truc. Du coup, raconte-moi. Je demande pas à l'univers, je fais, tout simplement. Ok. Non, je sais Loi pas, pour moi, d'attraction, etc. Tout ça, ça. est-ce que tu as un avis sur la question? Bah, j'ai vu il y a longtemps le documentaire Le Secret qui parle de cette fameuse loi de l'attraction et tu vois des mecs qui prennent une photo d'une maison ou quoi et comme par magie, oh, c'est incroyable, 20 ans plus tard ils ont la même maison. Non mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il faut passer à l'action quoi, je veux dire, ok c'est bien d'avoir une vision board, tout ça, c'est cool, ça peut permettre de garder le cap, mais tout seul, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, ça va pas arriver comme ça en claquant des doigts. Il faut mériter un résultat. Quand tu veux un résultat, il faut le mériter. Il faut passer à l'action et faire des choses que les gens sont pas prêts à faire. Parce que sinon, ouais, c'est trop facile. Tu vois, moi, je vais rester chez moi, le cul sur mon canapé, devant Netflix. Toutes les heures, je vais faire une pause, 5 minutes, je vais penser à 10 millions. Et c'est bon, dans 5 ans, j'ai 10 millions, ça va me tomber du ciel. Non, arrêtez les conneries un peu. Bon, après, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais c'est pas ça, la loi de l'attraction. Dans ce cas-là, expliquez-moi, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai compris en voyant le documentaire, en tout cas. Mais je sais pas, c'est quoi, toi, ta vision de la loi de l'attraction? Ah, mon Dieu. Je t'ai lancé sur un truc, tu vas parler c'est longtemps. clair, Là. enfin, on est parti dans un autre débat. La loi d'attraction, pour moi, aujourd'hui, c'est une des lois de l'univers par lesquelles on est régi, au même titre que la loi de la gravité, par exemple. Et c'est vraiment cette idée que ce que tu es, tu attires. Ce que tu es, tu attires. Ce que tu as à l'intérieur, tu auras à l'extérieur. Il y a un peu plus de nuances. Une cohérence entre tes résultats et ton identité, c'est ça? Une cohérence entre même ton état émotionnel intérieur et le monde qui t'environne. Une cohérence. Ouais, ça me paraît mieux, ouais, comme définition, là, pourquoi pas? Une espèce de cohérence entre. En gros,
tu ne peux pas demander amour si à l'intérieur, tu n'es pas vraiment amour. Tu vois, il y a les gens qui sont aigres et qui sont là en train de dire je veux de l'amour dans ma vie, je veux de l'amour dans ma vie, je veux de l'amour dans ma vie. Mais la seule chose que tu fais, c'est t'envoyer à toi zéro amour. Tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça. Pour moi, la loi de l'attraction, elle existe et elle fonctionne quand tu es aligné, encore une fois, avec les valeurs, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que dans ta vie, tu veux de la réussite et du succès. Est-ce que tu es réussite et succès? Est-ce que tu te vois avec réussite et succès? Tu veux de l'amour dans ta vie? Est-ce que tu es amour pour toi? Est-ce que tu es amour autour de toi? Si tu es amour pour toi autour de toi, je ne vois pas pourquoi dans ta vie, il n'y aurait pas de l'amour. Effectivement, oui, j'ai un vision board sur lequel il y a une jolie maison, sur lequel il y a une jolie voiture. Et oui, avec beaucoup de travail, j'ai pour aspiration que ces trucs arrivent dans ma vie. Est-ce que je crois à la visualisation qui se réalise? Oui, par l'action et le travail, comme toi. Et ma vision aujourd'hui de la loi de l'attraction, c'est cette loi de l'univers qui crée ou qui va aider en tout cas à créer l'extérieur sur la base de l'intérieur et être conscient aussi que l'extérieur pourrait définir l'intérieur si on lui en laisse l'opportunité. Il faut faire très attention à ça. Voilà un peu ma vision de la loi d'attraction. On pourrait pousser un peu de te dire que tu attires aux gens soit qui tu es, soit l'opposé de qui tu es, et que n'importe quelle rencontre, il y a une espèce de loi du miroir également. C'est-à-dire que ce que je vois chez toi, c'est une partie de ce que j'ai chez moi. Ce qui ne me plaît pas chez toi, c'est ce qui ne me plaît pas chez moi. Et une certaine forme d'acceptation de l'autre aussi. Voilà, pour te la faire court. Non, ouais, pourquoi pas. Ça peut faire sens à condition évidemment que tu bosses, parce que je crois que dans le documentaire que j'avais vu, Oui, c'est un petit peu le documentaire. t'as la fille qui regarde le bijou, tu sais, dans la vitrine, et comme par magie, il apparaît dans ses mains, tu sais, waouh. Ouais. Mais oui, combiné à du boulot, effectivement, ouais, je te rejoins. C'est un peu de la branlette intellectuelle, ce documentaire. On a Mike qui dit « Si tu devais recommencer de zéro, quelles seraient les 3 actions que tu mettrais en place pour exploser sur YouTube ?» Ah, donc, À part focus acheter sur des YouTube, chats là. et les filmer 24/24. Acheter des chats et faire une télé-réalité de chats. Moi, plus sérieusement, pour YouTube, 3 actions que je referais pour YouTube. Ça dépend à quel moment. Est-ce que c'est Tu en recommences de 2016 zéro. quand je me suis lancé ou aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est Ouais. très différent. Si tu devais recommencer de zéro, la question de Mike. On va dire que j'observerais, je choisirais déjà un positionnement prometteur dans lequel je considère que le rapport entre la concurrence et la rentabilité est intéressant. Et ensuite, je chercherai un moyen j'analyserai à mort ce qui se fait déjà sur YouTube dans cette niche-là, et je me demanderai comment est-ce que je peux créer des vidéos qui soient différentes de ce qui se fait déjà. Donc on en parlait un peu plus tôt, c'est être original, avoir un élément de différenciation, et ensuite charbon, publier, voilà. Aussi un truc que je ferais plus, c'est déléguer plus de choses dès le départ. Moi j'ai tendance un petit peu à être l'homme orchestre, à tout faire moi-même. Je délègue de plus en plus et ça fait du bien. Mais là, tu vois, je connaissais pas avant les services comme Fiverr, 5euros.com, je connaissais de nom, mais j'avais jamais rien commandé dessus. Là, typiquement, en me relançant sur YouTube... Tu te fais des kiffs, t'achètes plein de trucs, même des trucs inutiles. Ouais, il y a des trucs marrants. Tu peux demander à Jésus de dire un message personnalisé. J'ai envie de tester dans une vidéo, ça, des trucs comme ça à la con. Mais amuse-toi, frérot. Non, sinon, tu peux facilement gagner du temps au début, être plus productif pour pas cher avec des freelances comme ça. Donc, par exemple, faire des miniatures. Bon, les miniatures, moi, je les fais toujours, hein, mais pour quelqu'un qui veut se lancer, ça peut être intéressant. Et le montage éventuellement pour gagner du temps. Mais sinon, vraiment, cette idée d'analyser à fond le marché que j'ai choisi et de proposer quelque chose de différent. Dans la préparation, quoi, finalement, en mode Sun Tzu, quoi. Mais ce que je ferais aussi, c'est, je me dirais par exemple, 3 mois, je prends 3 mois, j'ai décidé d'une stratégie avec un positionnement unique dans cette niche, je vais le faire à fond pendant 3 mois. Si au bout de 3 mois, les résultats sont pourris, j'en teste une autre. Ouais. Si au bout de 3 mois, ça marche, très bien. Mais je vais switcher de stratégie par tranche de 3 mois. Alors 3 mois, c'est pas forcément l'idéal, bon, c'est pourquoi pas, moi c'est ce que je me dirais.
Ça peut être un mois, enfin je sais pas, on s'en fout en vrai. Mais l'idée de tester, Ouais, une période de se donner suffisamment une période de longue pour temps avoir des pour résultats tester. et suffisamment Voilà. courte pour pas se faire chier, quoi. Voilà, pour pas perdre ton temps non plus. Faut être pragmatique dans son approche et pas être trop émotionnel avec sa première idée, se dire ouais, c'est bon, c'est ça, je fais plus que ça, j'y vais pendant des années, tant pis, ça va finir par marcher, c'est sûr. Non, faut pas être trop émotionnel, faut être pragmatique et mettre en place une stratégie et voilà, et pas hésiter à switcher vers quelque chose de différent si on considère que c'est mieux. Parce qu'on réussit rarement du premier coup. Moi, tu vois, j'ai beaucoup switché ma thématique sur YouTube. Au début, je parlais effectivement d'arrêt du tabac pendant les premières semaines. Ça m'a gonflé. J'ai commencé à parler plutôt de bien-être, spiritualité pendant un temps. Après, je me suis redirigé vers plutôt le développement personnel. Puis j'ai lancé mon autre chaîne. J'ai testé plein de trucs. Et finalement, j'ai gardé ce qui marchait le mieux, parce qu'il était à l'intersection entre ce qui marche et ce qui me fait kiffer. Tu vois. Si j'avais voulu garder ce qui marche le mieux, j'aurais continué la chaîne nutrition, mais ça me saoulait. Complètement. Merci beaucoup, Emilio. Bah merci à toi, Enzo. C'était un plaisir de t'avoir, de pouvoir revenir sur pas mal de points importants de ton parcours, de ton être. Est-ce que tu aurais envie de nous dire quelque chose pour clôturer cette vidéo? Ouais, j'ai pas envie de dire un truc à la con, genre croyez en vous, machin. Sors-nous une petite punchline, un petit truc, sorti des fagots. Ouais, prenez des douches froides, ça fait du bien, ça rafraîchit et ça motive le matin. Ouais, dites-vous qu'au quotidien, vous avez le choix. Soit vous êtes médiocre, soit vous êtes excellent. La médiocrité contre l'excellence. Et chaque décision que vous faites au quotidien, même si c'est des décisions inconscientes, parfois on s'en rend pas compte, mais chaque action que vous posez, vous le décidez. Et vous pouvez choisir. Est-ce que vous voulez la médiocrité, donc je privilégie le plaisir facile plutôt que le succès long terme, ou est-ce que je préfère me comporter dans l'excellence et privilégier le succès long terme plutôt que le petit plaisir court terme. Et effectivement, c'est pas facile, c'est pas confortable parce que ça demande de sortir sa zone de confort, parce qu'on préfère mater Netflix toujours que de mettre ses pompes pour aller courir ou faire autre chose qui demande de la discipline. Mais ça vaut le coup, et soyez conscient surtout. Vous dites pas juste bah c'est trop dur, je sais pas juste machin dans ma vie, j'ai pas les résultats que je veux. Soyez conscient de ce que vous faites au quotidien, observez-vous et prenez les bonnes décisions et ensuite soyez patient parce que ça vient pas non plus comme ça du jour au lendemain. Les résultats. Donc adoptez progressivement cette culture de l'excellence. Arrêtez de bouffer des conneries de tartines au Nutello le matin, bouffez des choses saines, prenez soin de votre corps. Là je balance un peu des conseils en vrac, mais voilà, c'est un peu l'idée. Sortez de la médiocrité et vivez l'excellence. Ne voulez pas juste atteindre l'excellence, mais vivez-la maintenant. Même si, je sais pas, tu bosses au McDo, force-toi à être excellent dans ton taf au McDo, fais les plus beaux burgers du McDo. Parce que tu vas prendre l'habitude de rechercher cette excellence, tu vas l'appliquer à tous les domaines de ta vie. Donc voilà, c'est un état d'esprit, l'excellence, c'est pas juste un truc qu'on veut aller chercher. Et la médiocrité, voilà, c'est ce qu'il faut fuir au maximum. Et je conclurai avec ça. C'est magnifique. Si vous voulez, vous aussi, les amis, rejoindre l'excellence, on va vous mettre bien évidemment la newsletter d'Emilio avec tous les bons conseils qu'il va vous donner toutes les semaines pour aider à justement intégrer l'excellence dans vos vies. Et si vous voulez mettre en pratique et puis partager ça avec plein d'autres gens au quotidien, ça s'appelle La Tribu et c'est notre club d'entrepreneurs pour justement passer à l'action et faire révolutionner l'excellence. D'ailleurs, Emilio, quand est-ce que tu viens dans La Tribu nous partager une petite masterclass à ta sauce? C'est pour quand? C'est pour bientôt? Je sais pas, tu m'as jamais demandé. Hein. Eh bien, on va faire ça tout de suite, du coup, les amis. Venez. Je vais d'abord aller manger. On verra demain. On verra avec demain, plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup, Emilio. Allez vous abonner sur les différents canaux d'Emilio, même si dans tous les cas, on mettra tous les liens là juste en dessous. Merci à toi d'être venu. C'était un grand plaisir. Et bien, rendez-vous la prochaine fois en Europe de l'Est, en Afrique, en Asie du Sud-Est. Ou peut-être ici en Amérique ou en Amérique latine. Ce sera un grand plaisir de t'accueillir, mon ami. Avec grand plaisir. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Laissez des likes, abonnez-vous. Vous connaissez l'habitude. Ciao, ciao.